Chers amis de la Faculté des arts et des sciences, je me présente, Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté. Merci d'être ici ce soir. À la Faculté, comme pour toute l'Université de Montréal, c'est certain que nos professeurs jouent un rôle privilégié dans notre institution. Nous sommes très fiers de nos professeurs. Ils révolutionnent chaque jour leur champ disciplinaire, notre manière de comprendre le monde. Ce soir, nous saluons un de nos collègues qui s'est particulièrement distingué cette année. Cette rencontre est pour nous l'occasion de souligner l'attribution du prix Wolf de physique 2018 à notre professeur d'informatique Gilles Brassard et de saluer son travail remarquable sur la téléportation et la cryptographie quantique. Gilles Brassard est l'un des inventeurs de la théorie de la téléportation quantique, en collaboration notamment avec le physicien américain Charles Bennett et l'informaticien québécois Claude Crépeau. Claude est ici, si vous pouvez lever la main. Merci, Claude. Merci d'être avec nous ce soir. Les prix Wolf ont été créés par la Fondation israélienne Wolf, qui vise à promouvoir l'excellence dans les sciences et les arts. Ces prix sont décernés chaque année en physique, agriculture, mathématiques, chimie, médecine et en arts aux chercheurs et artistes les plus marquants de leur discipline. Quelqu'un qui était très fier de recevoir le prix Wolf la même année que Gilles Brassard, c'est le chanteur Paul McCartney, qui est un lauréat 2018 dans le domaine des arts. J'ai aucune idée si c'est quoi la téléportation quantique, mais ces prix récompensent particulièrement la contribution, je cite, « en faveur de l'humanité et des relations amicales entre les peuples, sans distinction de nationalité, d'origine, de couleur, de religion et de sexe ou d'opinion politique ». Comment fêter un tel honneur? En mai dernier, alors qu'il voyageait en Israël pour recevoir son prix, Gilles Brassard a communiqué à l'une de nos collègues, Valérie Amirault, sa fascination pour le travail de l'illusionniste Luc Langevin. Au-delà du merveilleux des prestations, Luc Langevin fait souvent référence à des notions de science dans ses numéros, notamment la théorie de la téléportation quantique. Ça nous semblait donc la manière idéale de saluer cet honneur, organiser un échange entre ces deux Merlins des temps modernes. Donc, on a eu une première rencontre cet été entre l'équipe de M. Langevin et notre équipe, et c'est un moment assez surréel. On va y revenir tout à l'heure, mais M. Langevin a commencé un doctorat en physique, donc il connaît pas mal de physique. Donc, à un certain moment, il y avait Gilles Brassard, grand théoricien en physique, Luc Langevin, grand illusionniste, qui parlait d'intrication quantique. Et nous, sur les abords, on ne comprenait pas grand-chose, mais on s'est dit qu'ils seraient capables de mieux communiquer leur passion pour la science si on les préparait un petit peu. Donc ce soir, on fête ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Luc Langevin a invité Gilles Brassard à l'un de ses spectacles cet été, au cours duquel il l'a téléporté durant son spectacle. Ce soir, la magie continue. C'est donc un immense privilège pour nous de les avoir réunis pour les écouter échanger sur leur amour de la science et de la magie, bref, un échange entre art et science. Qui de mieux pour animer cette discussion que la journaliste scientifique chevronnée de Radio-Canada, Chantal Srivastava. Membre de l'équipe des Années-Lumière depuis 1999, Chantal Srivastava s'est démarquée au fil des ans par la qualité de son travail, aussi bien dans les médias, écrits qu'électroniques. Son travail a ainsi été salué par les prix suivants. Le Grand Prix du journalisme radio de la Communauté des radios publiques de langue française en 1997 pour Kigali après l'horreur, la vie. La médaille d'or dossier thématique imprimé en 2013 avec l'équipe de Québec Science et le prix Alexander Ross du meilleur nouvel auteur en 2003 pour ses contributions au magazine L'Actualité. Le prix du journalisme Sciences et Société en 2004 de l'Association canadienne des rédacteurs scientifiques, ainsi qu'un autre prix de cette association avec ses collègues des Années-Lumière en 2002 pour une émission spéciale sur la planète Mars et en 2008 pour une émission spéciale marquant le 50e anniversaire du lancement de Sputnik 1. En somme, une journaliste remarquable pour guider cet échange entre deux invités exceptionnels. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Luc Langevin et à Chantal Srivastava de s'être prêtés au jeu. Nous sommes très reconnaissants.
Et merci à toute l'équipe organisatrice de la soirée. Et surtout, merci à vous toutes et tous pour votre présence. Merci de célébrer avec nous l'importance des arts et des sciences dans vos vies. J'invite maintenant Gilles Brassard, Luc Langevin et Chantal Srivastava sur scène. Et bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Merci Frédéric Bouchard. C'est trop de mots, trop d'honneur, parce que moi, ce soir, j'ai vraiment envie qu'on vous entende tous les deux. Alors, Gilles Brassard, je pense que les gens qui sont ici réunis ont peut-être envie, tout d'abord, de chaleureusement vous applaudir pour ce prix, qui est, je vous le dirai après ce que ça représente, mais c'est majeur. Bravo, Gilles. Merci. Dans son cou, il a cette médaille Wolf. Alors, la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que la médaille Wolf, mesdames et messieurs, Gilles dit que si le Nobel, c'est la médaille d'or, la Wolf, c'est la médaille d'argent. Moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est l'antichambre d'un Nobel, que dans son domaine où il a gagné la discipline de la physique, tous les gens qui ont gagné ce prix-là, ils sont quoi, 25, 26, Gilles, à peu près, hein, au total, chercheurs? Il y en a près de la moitié, même plus que la moitié, qui ont gagné un prix Nobel en physique. Alors quand même, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, un accomplissement qui est majeur. Alors Luc Langevin, qui est ici avec vous ce soir, c'est parce que vous avez une fascination pour la magie. Mais avant de parler avec Luc et de la fascination que vous avez pour son œuvre, les illusions et la magie, je veux souligner qu'il y a 50 ans, en 68. 68. Hein, c'est déjà il y a 30 ans. Oui. Regardez, vous voyez comment je suis forte en maths. Hein? En 68, il y a 50 ans, vous avez pour la première fois fréquenté une salle de cours ici à l'Université de Montréal. Là, je ne veux pas être manqué de graciosité et révéler votre âge, mais vous aviez 13 ans. Mm-hmm. Vous êtes venu faire quoi à l'époque, il y a 13 ans? Mais de la science, bien sûr. Alors, plus précisément, vous êtes venu à 13 ans faire un baccalauréat? Oui. Un baccalauréat dans quelle discipline? À l'origine, c'était un programme en première année qui était sciences tout azimut, ce qui malheureusement n'existe plus. C'est très, très triste parce qu'à l'époque, on pouvait avoir une première année d'université sur 4, comme partout ailleurs dans le monde, une première année sur 4 où on n'était pas besoin de se spécialiser. Alors, spécialiser en sciences, oui, mais il y avait des cours de toutes les sciences, incluant géologie, incluant philosophie, pas seulement maths, physique, etc. Donc, c'est ça que j'étais venu faire au départ. Et ensuite, je me suis, au fil des années, spécialisé en informatique. Et donc, vous avez eu un prix en physique, mais votre spécialité, c'est l'informatique. Vous êtes au département d'informatique et de recherche opérationnelle. Absolument. Le lien, donc, informatique-physique? Bon, je suis... disons... Je me considère comme un physicien amateur, dans le sens que... Ah tiens, un physicien amateur qui gagne le prix Wolf, quand même, il faut le faire. Ça met de la pression sur les autres physiciens, quand même. Contrairement à mon honorable collègue à ma gauche, Luc Langevin, qui a quand même fait 2 ans de doctorat en physique. Lui, c'est un physicien patenté. C'est ça. Moi, ma dernière année où j'ai eu les cours de physique, c'était en première année d'université. Puis j'étais bien content que ce soit fini. Non, sans blague, j'avais aucun atome crochu pour la physique à cette époque-là. Et plus tard, après mon doctorat en informatique, j'ai rencontré le physicien Charlie Bennett qui m'a appris les mystères ou les beautés de la théorie quantique que je n'avais pas vues quand j'étais étudiant ici. Peut-être que j'aurais changé ma vie si je l'avais vu à cette époque-là, mais parce que c'était tellement élégant. Mais non, c'est donc Charlie Bennett qui m'a fait connaître les beautés de la physique quantique en général, en particulier, et c'est comme ça que ça a commencé. Il m'a enseigné tout ce que je sais essentiellement. Alors, je vous fais une promesse, je vais essayer de la tenir, mais grâce à Luc et à Gilles, je suis certaine qu'on va réussir. Je vous promets que vous allez sortir d'ici ce soir, puis quand on va vous parler d'intrication quantique puis de téléportation quantique, vous allez avoir une meilleure idée. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout, mais vous aurez une meilleure idée de ce que ça veut dire. Mais avant d'en arriver là, je veux savoir, Gilles Brassard, pourquoi ce soir, Luc Langevin est avec vous? Pourquoi vous avez une fascination pour Luc et son œuvre, sa vie, son travail comme illusionniste? Commençons par dire que ma fascination pour l'illusionnisme, ce qu'on appelle la magie, un peu à tard, mais pour l'illusion, ne date pas d'hier. En fait, quand j'étais jeune, et un jour, je suis tombé sur un livre
dans la bibliothèque. Ah, vous l'avez apporté, de hein, mes dans le parents. prévoyant. C'est un spectacle son et lumière. Comment par Dire hasard? qu'on a presque tassé votre sac Oui, tout oui, à l'heure. c'est ça. Je pense qu'on l'a laissé là. Alors, un livre qui s'appelle encore « Les illusionnistes et leurs secrets Ah ah! » Faut pas le montrer à trop de gens. qui date d'assez loin, merci. Ce livre a, je pourrais presque dire, a bouleversé ma vie. Quand j'ai lu ça, je n'ai pas décidé de devenir magicien pour autant, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, tant leur vie que leur œuvre. Ça parle de la vie de Robert Houdin, de Houdini, etc. Très intéressant. Et c'est vraiment une des lectures marquantes de mon enfance. Sinon, j'ai lu essentiellement que de la science-fiction. Alors, Luc Langevin, est-ce que ça vous surprend de savoir que vous êtes une source de fascination pour Gilles Brassard? Bien, un peu quand même, mais... Pourquoi? Mais il y a une partie de moi que non, parce que souvent, la magie a intéressé les scientifiques depuis longtemps. En fait, même la magie, avant, s'appelait science amusante ou ce genre de connotation scientifique-là, parce que ils n'ont pas toujours été séparés comme ça en deux domaines. Avant, la magie était étroite, avant qu'on divise les sciences en la chimie, la biologie, la physique. Tout ce qui était du ressort de ce que les gens en général ne comprennent pas, on mettait tout ça dans un seul et même bateau qui était on parlait de la chimie. Oui, voilà. Puis la magie était dans le lot. Donc, mais je pense que les illusionnistes, les scientifiques, en fait, partagent un point commun. Ils ont une curiosité. Ils cherchent à comprendre le monde qui nous entoure. Quand on cherche à comprendre, évidemment, la science peut apporter beaucoup de réponses. Et la magie peut être très frustrante. Quand on voit un magicien exécuter un tour et a priori, on ne comprend pas, ça viole les lois de la physique, ça viole les lois de la nature qu'on connaît. Donc, un esprit scientifique va chercher à comprendre. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas surpris qu'un scientifique s'intéresse à la magie, finalement. C'est mon cas aussi. J'étais scientifique, puis je me suis intéressé. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours de scientifique, parce qu'on est ici avec des gens qui s'intéressent aux arts, mais aussi aux sciences. Vous avez fait quoi en sciences? Vous êtes allé jusqu'à l'université au niveau du doctorat, même. Dans quelle discipline, précisément? Moi, en physique. J'ai fait un baccalauréat en génie physique dans une autre université. Et j'ai fait une maîtrise en optique. Et j'avais commencé. Je vois le lien, illusion, oui, optique. Ben justement, à travers le baccalauréat, je commençais à voir comment la physique pourrait me servir à créer des illusions. Puis donc, je me suis spécialisé en optique pour comprendre un peu justement le fonctionnement de l'œil, des miroirs, des lasers. Je voyais là l'opportunité justement de peaufiner mon art. Et j'avais commencé un doctorat dans ce qu'on appelle la biophotonique, donc ce qui est l'étude de la vie biologique par la lumière, donc par les lasers, par les différentes techniques optiques. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de lien au niveau de la biophotonique, pas vraiment de lien avec la magie, mais j'essayais juste de gagner du temps, de prolonger mes études pour essayer de percer dans le milieu de la magie en parallèle. Donc vous saviez qu'en faisant de la science, ça vous servirait un jour pour ce que vous aimeriez faire éventuellement, qui était de la magie. Ça fait longtemps que c'était mon plan machiavélique que je n'avais pas dit à mes parents. Parce qu'évidemment, lorsqu'on a des bonnes notes en sciences et qu'on dit à ses parents qu'on veut devenir magicien illusionniste, c'est pas la nouvelle qui les enchante le plus. Donc, moi, mon but, c'était vraiment de devenir illusionniste à temps plein. J'avais une passion pour la magie, pour l'illusion depuis très longtemps, mais un peu, pas juste pour faire plaisir à mes parents, j'avais aussi une passion pour la science qui était sincère, mais je suis allé étudier à l'université en physique et mon but, c'était vraiment de réussir à percer dans le monde de l'illusion avant de terminer les études, mais sachant très bien que toutes ces connaissances scientifiques me servaient pour comprendre comment les illusions fonctionnaient et comment en créer d'autres, finalement. Alors, on parlait de fascination tout à l'heure, celle mutuelle, hein, je pense. Je pense que vous êtes aussi fasciné par Gilles Brassard et son œuvre scientifique, et vous par l'illusionniste qui est à vos côtés. Absolument. Alors, j'aimerais, Frédéric Bouchard l'a évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous ameniez un peu dans les coulisses de ce qu'on va avoir la chance de voir à l'écran dans quelques minutes, que vous fassiez l'entrée en matière de ce numéro de téléportation de Gilles Brassard par Luc Langevin. Okay. Mais encore, pourquoi, comment, c'est arrivé comment cette idée? Gilles? Oui. Alors, il faut aller 2 ans à peu près en arrière et mes filles m'avaient offert, comme cadeau de Noël ou de fête, je ne sais plus, m'avaient offert 2 billets pour le spectacle de Luc Langevin. Très beau cadeau. Oui. Qui était, je pense, au Théâtre Saint-Denis à l'époque. Et spectacle fabuleux, évidemment, pas besoin de vous le dire, c'était extraordinaire, merveilleux. Et le dernier numéro, il avait laissé le meilleur pour la fin, le dernier numéro, il arrive sur scène et il commence à parler de physique quantique, d'intrication et
il amène tranquillement la notion de téléportation quantique comme étant une réalité, bien sûr, ce qui est vrai d'ailleurs. Et il dit, bon, ben écoutez, je vais vous démontrer ça. Et voilà, sur scène, il rentre quelque part, il sort ailleurs. Donc, il se La routine. Donc, ouais, il se téléporte lui-même sur scène. Bravo, félicitations, grands applaudissements. Moi, je regarde ça, puis je dis, c'est super beau, mais quel dommage pour le Québec qu'il n'ait pas dit que c'était une invention faite au Québec. Parce que ça a été inventé dans mon bureau en 92. Claude Crépeau, ici présent, était là, ainsi que Charlie Bennett, celui qui m'a appris la physique, et 2 autres chercheurs. Donc, on était dans mon bureau, on a fait du brainstorming, et essentiellement, on a inventé la téléportation. Made in Québec, il y a un grand illusionniste qui en parle en termes scientifiques essentiellement corrects, d'un point de vue scientifique. Non, c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment impressionnant, mais qui fait juste omettre que c'est fait au Québec. Bon, j'étais triste un peu, mais je n'avais pas empêché d'applaudir. Par la suite, j'ai passé 2 ans à essayer de le rejoindre, juste pour y faire savoir. Et toutes mes tentatives de communiquer avec lui ont échoué. J'ai essayé en passant par les expo-sciences, parce qu'il est porte-parole des expo-sciences. J'ai essayé en passant par tous les chemins auxquels je pouvais penser. Puis j'ai jamais réussi à le rejoindre. Bon, j'ai dit, bon, je finis par abandonner l'idée. Et puis Wolf arrive. Valérie est représentante de l'université. Valérie Amiro est représentante de l'université. Et au souper, je lui parle de tout ça. Puis elle dit, oui, bon, OK. Première chose que je sais, une fois de retour à Montréal, j'ai un rendez-vous avec Luc Langevin. Wow! Donc, c'est à travers Valérie, le doyen Frédéric Bouchard, qui parlait tantôt, qui a réussi à tirer le bon fil et me mettre en contact avec lui. Ce qui est amusant, c'est que rendu à ce moment-là, j'avais déjà des billets, encore offerts par mes filles. J'avais encore des billets pour excellent cadeau. pour son spectacle suivant. Et dans le spectacle suivant, je savais qu'il refaisait la téléportation, mais cette fois-ci, il téléportait quelqu'un de la salle. Alors, pourquoi, Luc Langevin, vous avez choisi de téléporter Gilles Brassard? Il y a une petite histoire derrière ça. Oui, tout à fait. Puis avant qu'on voit la scène, je voudrais vraiment que vous nous racontiez dans le détail pourquoi, puis ce qu'on va voir. En fait, quand j'ai rencontré Gilles, c'est sûr que sur le coup, je me suis senti mal. En fait, j'ai appris à ce moment-là que ça avait été inventé au Québec dans votre bureau. Je l'ignorais. Moi, évidemment, j'avais lu en concevant le numéro sur l'intrication quantique, sur ce qui avait été fait. J'avais vu le nom de Gilles Brassard. Je ne sais pas pourquoi j'avais supposé que c'était un Français. Ça sonne français, Gilles Brassard. Mais, outre ça, je ne m'étais jamais attardé à la nationalité des auteurs, des chercheurs. Donc, avoir su que ça avait été, évidemment, que c'était au Québec, je l'aurais mentionné, mais bon, mon erreur, je ne l'ai pas fait. Donc, quand j'ai su que la personne qui avait instigé tout ça était à quelques kilomètres de chez nous, en fait, évidemment, j'ai voulu me reprendre, en quelque sorte. Mais au-delà de ça, on était en plein tournage d'une nouvelle série télé où, dans le concept, on se lance des défis entre magiciens. Et donc, il y a un de mes collègues magiciens qui m'a mis au défi de téléporter un des pionniers en la matière, le pionnier en la matière, disons-le. Donc, l'idée est partie de là. Est-ce que je pouvais téléporter un Gilles Brassard? Parce qu'habituellement, on le fait avec un spectateur choisi au hasard dans le public, mais on lance des ballons, je sélectionne 3 spectateurs, puis après, c'est moi qui choisis lequel des 3, parce qu'il y a certaines restrictions, j'essaie de trouver le bon candidat, celui qui va être le plus réactif. Gilles est probablement la dernière personne que j'aurais choisie. Mais d'où l'intérêt du défi. Donc, ne reculant devant rien, j'ai décidé d'essayer de relever le défi, puis de le faire la soirée où Gilles venait à la représentation, évidemment. Alors, vous, dans la salle, vous allez avoir la chance de voir une scène de cette émission de télévision de Luc Langevin qui sera présentée à partir du mois de mars, tout d'abord sur RTV, sur Radio-Canada, c'est ça? Exactement, oui. Vous allez voir ça en primaire. Personne d'autre ne l'a vu. Nous, on l'a vu à peine quand on se préparait pour cette rencontre-là. Une faveur, s'il vous plaît, pas de captation parce que vous n'avez pas le droit de le présenter à d'autres personnes. C'est un privilège qu'on donne aux gens qui sont ici dans la salle. Mais donc, un extrait de Tour de ville avec en vedette nos 2 Merlins de la soirée, Gilles Brassard et Luc Langevin.
Télésino, on est prêt. Mesdames et messieurs, ce que vous vous apprêtez à voir est né d'un désir de partager un rêve que j'avais il y a 20 ans. L'expérience va impliquer une personne qui n'est pas claustrophobe, parce que cette personne devra entrer là-dedans. C'est évidemment un coffre-fort de 27 pieds cubes. J'ai notamment fait ajouter de l'électronique dans les parois du coffre-fort pour me permettre d'avoir de l'éclairage ainsi qu'une caméra vidéo à l'intérieur, si bien que même si c'est gros, c'est lourd, c'est imposant, au final, c'est vraiment un endroit qui est chaleureux. J'ai besoin de 2 volontaires adultes qui sont à l'aise d'être filmés. Si vous répondez à ces critères-là, attrapez le ballon, adulte, à l'aise d'être filmé, sinon, renvoyez-le ailleurs. En voilà un. Et en voilà un deuxième. Parfait. Il y en a un qui est immobile. Parfait. Levez-vous, les 2 personnes qui ont attrapé. Excellent. Venez me rejoindre sur scène. On les applaudit. Je vous débarrasse du ballon. Merci. Comment vous appelez? Gisèle. Gisèle. Enchanté. Gisèle, vous pouvez vous placer juste ici. Comment vous appelez? Geneviève. Geneviève. Donc, Geneviève et Gisèle. Je vous reviens dans un instant. Mesdames et messieurs, au cours des dernières années, certains chercheurs en physique quantique ont réussi, littéralement, à téléporter une particule. Et ces expériences ont été rendues possibles grâce au génie et au travail de 2 chercheurs en particulier qui, en 1993, ont découvert que la téléportation était en quelque sorte physiquement possible grâce à un phénomène qui s'appelle l'intrication quantique. Ces 2 chercheurs, qui s'appellent Claude Crépeau et Gilles Brassard, sont québécois. Je vous dis tout ça parce que dans la salle en ce moment, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Claude Crépeau et M. Gilles Brassard. M. Crépeau, M. Brassard, pouvez-vous vous lever pour qu'on puisse vous voir? Je sais que vous êtes quelque part là. Prenez ces applaudissements, messieurs, vous les méritez. Je trouve que trop souvent, les scientifiques ne sont pas reconnus pour leur travail. Le numéro que vous vous apprêtez à voir, je le fais à chaque soir dans mon spectacle. Normalement, je lance 3 ballons dans la foule pour sélectionner 3 personnes au hasard, un peu comme vous l'avez fait. En fait, ce soir, j'en ai lancé 2 pour sélectionner Geneviève et Gisèle. Et la raison pour ça, c'est parce que dans le cadre des tournages de ma prochaine émission, mes collègues magiciens m'ont mis au défi de prendre comme cobaye pour ce numéro de téléportation l'un des pionniers en la matière, à savoir M. Brassard. Donc, M. Brassard, si vous avez toujours le courage de prendre part à l'expérience et si vous voulez goûter à votre propre médecine, finalement, je vous invite à venir me rejoindre. Si vous avez votre téléphone portable avec vous, M. Brassard, apportez-le avec vous. Votre travail, Geneviève et Gisèle, vous allez vous assurer que tout ça est fait dans les règles de l'art. Parce que c'est la première fois dans toute l'histoire de ce numéro que je fais venir une personne qui n'est pas choisie au hasard en lançant des ballons. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune complicité entre M. Brassard et moi. M. Brassard savait qu'il allait participer aujourd'hui au spectacle. Ça impliquait une téléportation, mais c'est pas le détail. Bonjour, M. Brassard. Je me permets de vous serrer la main. M. Brassard, approchez-vous. Excellent. Est-ce que vous avez votre téléphone portable avec vous? Est-ce que vous pouvez le sortir? Excellent. Magie. Il vous invite à monter les 4 marches ici. Faites attention, les marches sont courtes quand même. Et une fois sur la 4e marche, vous pouvez vous retourner vers le public et vous asseoir dans le coffre-fort juste ici. C'est parfait. Geneviève et Gisèle, approchez-vous. Je vais vous demander de vous placer juste ici. Vous assurez que tout ça est fait dans les règles de l'art. Mettez-vous à votre aise, M. Brassard. C'est fait. Très confortable. C'est confortable, je vous l'avais dit. Monsieur Brassard, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a une caméra vidéo à l'intérieur du coffre-fort. Je vais me permettre de l'allumer ici. Normalement, on devrait vous voir sur l'écran. Oui, vous pouvez continuer de faire un petit coucou à la caméra. On peut apprécier que tout ça est en direct, c'est parfait. Vous aurez peut-être deviné que cette expérience implique un 2e coffre-fort. Même modèle que le premier, fait d'un matériau légèrement différent, ce qui explique la différence de couleur. Les mêmes modifications ont été apportées pour nous permettre d'avoir de l'électronique dans les parois, histoire d'avoir de l'éclairage et une caméra vidéo encore là à l'intérieur, si bien qu'à quelques différences esthétiques près, on a 2 coffres-forts pratiquement identiques, mais l'intérieur de celui-ci est légèrement différent puisqu'il est fait d'un beau rouge pour le différencier de l'autre.
Mesdames et messieurs, à la fin de chacun de mes spectacles des dernières années, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfance, celui de me télétransporter. À l'époque, je rêvais de ça parce que je n'étais pas bien où j'étais. Je voulais être ailleurs. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, je suis à un stade où je veux partager ce rêve-là et c'est vraiment un honneur ce soir de le partager avec vous, Gilles. Vous avez votre téléphone portable avec vous. Gilles, je vais vous demander de le mettre en mode caméra vidéo, comme si vous vouliez prendre une vidéo de vous-même avec la caméra tournée vers vous, si je peux vous aider si vous voulez, sinon je vous laisse le faire. On va utiliser ça pour vous faire un souvenir, finalement, de ce que vous vous apprêtez à vivre. C'est prêt? Oui. Je vous l'emprunte. Attention, c'est parti. Nous sommes présentement à Laval, sur la scène de la salle André Mathieu, devant un public énergique. J'utilise présentement le téléphone portable de M. Gilles Brassard, l'un des pionniers en téléportation quantique qui est confortablement installé dans un coffre-fort, comme vous pouvez voir. De l'autre côté de la scène, on a un deuxième coffre-fort fait d'un matériau légèrement différent, mais sinon pratiquement identique au premier, à l'intérieur duquel je me permets d'allumer la caméra de sécurité. Voilà, c'est fait. Reste plus qu'à refermer ça ici et à verrouiller le tout. Voilà, on va être prêt à commencer. Monsieur Brassard, je vous redonne ça. Vous pouvez filmer comme vous voulez. Et Monsieur Brassard, faites pas le saut. Quand je vais fermer la porte, Gisèle, Geneviève et moi, on va avancer un peu le coffre d'à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi pour le placer dans l'éclairage. Donc, vous allez sentir que ça bouge un peu. C'est normal. Restez attentifs à mes instructions. On se revoit bientôt. Ça va bien. Vous êtes prêts? On y va. OK. Hop. Gisèle, Geneviève, approchez-vous. J'aimerais que vous placiez vos 2 mains ici. En fait, Gisèle, un peu plus ici. Et attendez, on va devoir tirer les 3 ensemble, mais le faire doucement parce que c'est très lourd quand il y a quelqu'un à l'intérieur. Bougez pas, on va le faire ensemble. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3, allons-y, tranquillement. C'est pas facile, vous l'avez dit. Tranquillement, parfait. Jusqu'à ici, ça c'est bon. Parfait. Vous pouvez vous regagner votre place, en fait, juste ici. Vous allez bien voir. Votre travail, vous surveillez que personne n'entre ou ne sort de ce coffre-fort. Parfait. Monsieur Brassard, tout se passe bien à l'intérieur? Parfait. On vous entend pas, mais on lit sur vos lèvres que tout semble bien aller. Donc, il me reste... je dois faire quelques petits branchements en prévision de l'expérience comme telle. Ça va ici. Ça va là. Geneviève, Gisèle, personne n'est entré ou est sorti du coffre-fort? Ça se passe bien, parfait. Mettez ça ici. Hop! Monsieur Brassard, ce serait le moment pour vous de sortir votre main à l'avant pour nous montrer que vous êtes toujours là. Sortez votre main par l'ouverture, oui. Excellent! Vous pouvez rentrer la main, c'est bon? Parfait. OK, il reste un seul branchement à faire et on va pouvoir procéder. Gisèle, Geneviève, personne n'est entré ou est sorti du coffre-fort? Excellent. Monsieur Brassard, prenez une grande respiration. On y va au décompte de 3, 2, 1. Approchez-vous, approchez-vous. Juste ici. Hop. Bougez pas, Gilles. Je vous redonne ça. Attendez un peu, Gilles. Je vous approche les escaliers. Hop. Mesdames et messieurs, c'était Gilles Brassard, accompagné de Geneviève et Gisèle. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Gisèle. Merci, Geneviève. Merci. Vous avez passé une belle soirée? Bonsoir, M. Crépeau. Rebonsoir, M. Brassard. Mystifiant. Ben, tant mieux, c'est le but, hein? Même chez les esprits scientifiques, la magie a opéré malgré tout. Bien sûr. Dans ma tête, je m'imagine un peu comment on peut déplacer une personne d'une place à l'autre, mais il faut bien que ça paraisse un peu. Ben non, ça n'a pas paru. C'était juste fascinant. Wow! Vous en riez encore aujourd'hui, Gilles Brassard. Alors moi, je veux évidemment pas gâcher l'illusion, la magie, le spectacle, mais je n'ai qu'une seule question pour vous. Avez-vous la moindre idée de ce qui vous est arrivé? Bon. Disons d'abord que c'est pas exactement ça qui est arrivé, là. Mais, arrangé avec le gars des vues? Mais non, voulant dire, premièrement, je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, je sais. Beaucoup de gens ne me croient pas, pensent que non,
je fais partie du show. Ben non. D'habitude, c'est quelqu'un au hasard pris dans la salle qui est téléporté. Je suis pas plus au courant que cette personne aléatoire de comment ça fonctionne. J'ai peut-être ma petite idée, mais pour dire que je sais comment il a fait, non, je ne sais pas. Ça, l'illusion, la magie, c'est ce qui fait le charme de tout ça. Il y a de la science derrière tout ça, Luc Langevin, mais ça reste un domaine de l'illusion où, justement, vous vous servez de la science aussi pour frapper, pour marquer, pour créer ces illusions-là, de la psychologie aussi. Bien, tout à fait. Ouais. En fait, effectivement, je n'utilise pas toujours la science que je dis que j'utilise, mais tout ça est basé sur des faits réels, au sens où la téléportation est possible. Évidemment, on n'est pas en mesure de le faire aujourd'hui, mais moi, mon travail, c'est d'en donner l'illusion pour que ce soit le plus crédible possible. On n'est pas en mesure de le faire sur des êtres humains, c'est ce que je veux dire, oui, voilà. Alors, la rigueur de Gilles. On va justement en faire un petit peu de cette science rigoureuse-là. Et je vais vous appeler les deux en renfort pour qu'on explique un peu. Il y avait de la science en vedette dans ce numéro-là. On a vu la magie à l'œuvre, l'illusion, mais la science derrière tout ça. On va essayer de démêler un peu quand on parle d'intrication quantique, de téléportation quantique, de cryptographie, de quoi on parle. Je pense qu'il y a une notion au cœur de tout ça. La discussion que vous avez eue tous les deux, là, vous parliez d'intrication quantique. Bon, lequel d'entre vous plonge pour nous ramener à votre niveau, là, puis qu'on sache bien ce dont il s'agit? Je vais laisser Gilles commencer. Puis vous nous expliquerez ce que vous aviez ajouté lors de votre discussion. Ben oui, certainement. Oui. Alors, Gilles. Bon. Commençons par dire que si on veut de la magie la plus extraordinaire qui puisse exister, sauf votre respect, il faut aller trouver ça dans la nature, et en particulier la physique, et en partie particulier la physique quantique. La physique quantique, qui a été découverte au début du 20e siècle, nous apprend que les choses ne se passent pas vraiment comme on en a l'impression dans notre vie macroscopique, mais qu'à un niveau élémentaire, c'est complètement différent. Et c'est très mystérieux à première vue. Il a fallu de nombreuses années avant que les physiciens commencent un petit peu à débrouiller tout ça. D'ailleurs, si je peux me permettre, moi, comme illusionniste, la physique quantique est quelque chose qui est extrêmement riche, parce qu'à peu près n'importe quel phénomène paranormal auquel on peut penser, il se fait de façon tout à fait naturelle en physique quantique. Les particules passent une à travers l'autre, il y en a qui sont à deux endroits en même temps, des univers parallèles. Donc, moi, c'est souvent quelque chose dans lequel je vais puiser pour présenter mes numéros. Voilà. Et, l'intrication. Alors, l'intrication en particulier, c'est une notion qui a été inventée ou découverte de façon théorique par Einstein et deux collègues, Podolsky et Rosen, mais il y a une certaine évidence que Schrödinger avait pensé à ça avant lui. Mais le but d'Einstein en 1935, lorsqu'il a introduit l'intrication, c'est de démontrer que la théorie quantique n'est pas complète, qu'on n'a pas vraiment compris encore ce qui se passe, qu'il y a encore des grands mystères. Parce qu'il faut dire que quand Einstein a été un des opposants de la théorie quantique, bien qu'au début, il était une des personnes importantes qui a contribué au fondement de la théorie. Ensuite, en vieillissant, il commençait à trouver que ce n'était pas de son goût tellement. Mais bon, malheureusement pour lui, si j'ose dire, c'est pour ça, c'est pas la physique quantique qui a eu le prix Nobel de physique et non pas pour la relativité. Quoi qu'il en soit, en 1935, Einstein, Podolsky et Rosen découvrent que, du moins en théorie, parce qu'à l'époque, ce n'était pas expérimentalement faisable, mais découvrent que dans certaines conditions, on pourrait avoir deux particules, ça peut être deux électrons ou deux photons. Le photon, c'est la particule qui transmet la lumière. Mais deux particules subatomiques, microscopiques, qui sont conjointement dans un état qui est l'état, par exemple, nous répondrons à l'opposé à n'importe quelle question qu'on nous pose. Alors, pensez à un vieux couple qui ne sont jamais d'accord sur rien, qui sont jamais d'accord sur rien. Quelle que soit la question qu'on pose à l'un, il répond complètement au hasard. Question binaire, oui, non, vrai, faux. Alors, on pose n'importe quelle question qu'on pose à l'un des deux, il répond complètement au hasard, puis c'est garanti que l'autre va répondre le contraire. Mais ce qui est merveilleux en théorie quantique, c'est que ceci fonctionne même si les deux membres du vieux couple sont arbitrairement éloignés l'un de l'autre, puis ils ne peuvent pas s'entendre. Donc, on va les appeler Alice et Bob. On demande à Alice pile ou face, elle dit pile, et si on demande à Bob pile ou face, il va dire face. Quelle que soit la distance,
Et la théorie quantique nous disait, et nous dit encore aujourd'hui, que le choix du premier des deux est purement aléatoire. Ils ne sont pas mis d'accord avant de commencer. C'est ça qui est absolument mystérieux. Ça donne l'impression, et je dis bien impression parce que ce n'est pas ça qui se passe pour vrai, mais ça donne l'impression que le premier des deux choisit au hasard, oui, et que magiquement, il réussit à faire savoir à l'autre qu'est-ce qu'il a dit pour que l'autre réponde le contraire si on pose la même question, malgré le fait qu'il n'était pas de connivence avant de commencer. Okay? Donc, essentiellement, c'est ça que Einstein n'aimait pas du tout. C'est lui qui l'a découvert, mais il n'aimait vraiment pas ça. Et c'est ça qui va être le moteur derrière la téléportation. Alors, téléportation, vous avez sûrement tous en tête, hormis ce numéro de magie qu'on vient de voir, Gilles se faire téléporter, mais la série, dans notre culture populaire, c'est Beam Me Up Scotty, c'est de la téléportation, ça? C'est ça. Ça, c'est Beam Me Up Scotty. Ce qu'on voit, là, c'est de la téléportation? Ben oui et non. Science-fiction, non? D'abord, c'est de la science-fiction, mais pour la petite histoire, dans la série originale de Star Trek, le mot téléportation n'est jamais prononcé. Non plus que téléporteur. L'appareil utilisé dans Star Trek s'appelle un transporter, pas un téléporter. Et on ne parle jamais de téléporter, mais c'est ce qu'ils font pareil. Encore pour la petite histoire, la raison pour laquelle Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, a inventé, entre guillemets, la téléportation pour son show, c'est parce qu'ils n'avaient pas les budgets pour faire atterrir un vaisseau spatial sur une planète. Littéralement, c'est à cause de ce besoin. C'est vraiment un manque de budget qui a forcé Gene Roddenberry à dire, bon, ben, il faut bien trouver une façon qu'envoyer Kirk sur une planète. Bon, ben, OK, on va le faire magiquement. Mais le manque de budget, c'est souvent le moteur de la créativité. Hey, en tout cas, dans mon cas, ça a été très vrai. Alors que maintenant, les budgets sont illimités. Ben oui, mais c'est Alors, dur aussi de travailler avec des gros budgets aussi. On avait la science-fiction avec Star Trek, mais on a la vraie science avec ça. vous et vos collègues. Voilà. Donc, la téléportation qu'on appelle quantique, celle qui est réelle, qui est de la science et non pas de la science-fiction, qui a été inventée, comme je disais, suite à un brainstorming dans mon bureau en 1992, a été réalisée en laboratoire pour la première fois, peut-être 5-6 ans plus tard. Et ici, sur l'écran, vous avez une des premières expériences de téléportation. Évidemment, on ne voit rien. Dans le sens qu'on on voit rien qui se téléporte. C'est juste, on voit de la lumière. On voit de la lumière, on voit des lasers qui flashent dans tous les sens. Mais c'est le setting, c'est le setup qui a été utilisé à Innsbruck par Zeilinger et ses collègues pour réaliser en fait la deuxième expérience de téléportation de l'histoire. Et là, il s'agit de téléporter non pas un humain, bien sûr, mais même pas un photon, mais les propriétés d'un photon. Alors, on est loin de la téléportation des humains. Oui. Vous l'avez évoqué. On fait quand même des bonds de géants dans cette science-là. Et ça a un intérêt, entre autres, en cryptographie, Gilles Brassard. Avant ça, ici... ah oui, vos collègues, évidemment. Ça c'est une photo des 6 inventeurs de la téléportation. Cette photo a été prise quelques années après l'invention. Mais bon... Alors, donc, on voit qui dans l'ordre? Voilà, donc... vous allez... Ouais. Ben, il y a toujours un laser sur lui. Un laser, oui. Toujours prêt à faire une expérience. Ça c'est moi, quand j'avais la barbe et les cheveux un petit peu plus... Un peu moins... Oui, vous avez compris. Claude Crépeau. Qui est ici, Claude Crépeau, juste à l'avant. Et sinon, c'est les 2 Québécois de l'équipe. Derrière Richard Josa, qui était dans... Richard Josa, qui était assistant de recherche dans mon équipe à l'époque, Bill Wouters, physicien américain, et Charles Bennett, physicien américain, celui qui m'a appris toute ma physique quantique. Et ça, c'est Asher Peres, un physicien israélien qui, hélas, nous a quittés, donc qui n'a pas pu assister à la remise du prix Wolf l'an dernier, cette année même. Alors, je sautais cette étape majeure parce qu'il y a des humains derrière toutes les sciences. Oui. C'est pas des trucs qui sont désincarnés. Et donc, avec vos collègues, vous avez inventé, imaginé ça. On disait que la téléportation des humains, ce n'était pas maintenant chose possible, qu'on a un domaine beaucoup plus fondamental. Mais il y a quand même des choses qui se font en cryptographie, où on utilise ces notions de base quantiques pour faire quoi exactement aujourd'hui? Pour transmettre des messages secrets, donc pour la confidentialité de l'information ou les transmissions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes... Bon, cryptographie, c'est quoi la cryptographie? C'est l'art, la science, plus que millénaire,
de transmission confidentielle d'informations qui a été utilisé. Une des personnes les plus connues de l'Antiquité qui a utilisé ça, c'est Jules César. Mais ça a été déjà utilisé avant lui et bien sûr après lui. Ça a eu un rôle fondamental, entre autres pendant la Deuxième Guerre mondiale, où, Dieu merci, on était capable, nous les Alliés, de briser le code cryptographique allemand, Enigma. Mais, pour faire une histoire courte, la cryptographie, c'est la science donc, de la transmission confidentielle d'informations et vous en faites tous, sans vous en rendre compte, tous les jours. Chaque fois que vous allez sur Internet et que vous ouvrez une session sécurisée, peut-être même sans le savoir, quand vous voyez le petit cadenas qui apparaît, ce petit cadenas-là veut dire qu'il y a la cryptographie qui a été mise en œuvre entre votre ordinateur et le serveur distant auquel vous communiquez. Par exemple, pour transmettre un numéro de carte de crédit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette cryptographie qui est utilisée depuis le milieu des années, enfin, depuis que l'Internet existe, on sait exactement comment briser ça. Ça n'a aucune valeur, c'est complètement brisé. C'est rassurant. C'est très rassurant. Heureusement, c'est brisé en autant qu'on ait un ordinateur quantique pour rouler le programme qu'on connaît pour briser la cryptographie. Et on espère que l'ordinateur quantique n'est pas encore réalisé, mais on ne sait pas vraiment. Mais ça va venir. Donc, toujours est-il que les techniques cryptographiques utilisées aujourd'hui sont complètement vulnérables à une attaque de la mécanique quantique qui s'appelle l'ordinateur quantique. Et c'est vulnérable rétroactivement, voulant dire que toutes les informations qui sont échangées sur Internet depuis l'aube de l'Internet ont pu être prises en note par des méchants qui ne sont pas capables de le comprendre parce que c'est chiffré par une cryptographie qui, aujourd'hui, on peut croire qu'elle est invulnérable. Mais le jour où l'ordinateur quantique devient disponible, les méchants en question peuvent ressortir tout ça de la boulamite et rétroactivement tout décoder. Dit autrement, tout ce que vous avez envoyé sur Internet depuis votre naissance ou depuis la naissance d'Internet deviendra un livre ouvert le jour où l'ordinateur quantique est construit. Donc, il faut une alternative. Et la cryptographie quantique, qui utilise la même mécanique quantique, mais cette fois-ci du côté du bien, pour la confidentialité, bien celle-là, elle est démontrablement invulnérable, même contre un ordinateur quantique. Alors, on prend peut-être quelques secondes pour décrire ce qu'on voit maintenant à l'écran. J'ai le brassard, c'est un prototype. Alors, la cryptographie quantique a été inventée par le même Charles Bennett et moi-même en 1983, essentiellement, puis bien en 1984, qui utilise d'autres phénomènes de mécanique quantique beaucoup plus simples que l'intrication, en fait, des phénomènes beaucoup plus faciles à utiliser, à implanter. Parce que la téléportation, c'est pas si facile à faire en laboratoire. On y arrive, on avait l'expérience tantôt, mais c'est pas si facile. Alors que la cryptographie, ça demande des propriétés de la mécanique quantique beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Et ça, c'est tout à fait routine. Mais en 1984, quand on a publié ça, personne ne nous prenait au sérieux, Charlie Bennett et moi. C'est assez normal, on ne se prenait pas au sérieux, nous non plus. C'était pas notre day job. Là. On faisait ça pour s'amuser, puis on faisait du travail sérieux à côté. Mais au fur et à mesure des années, on a commencé à se dire, c'est quand même frustrant qu'il n'y ait personne qui veut nous écouter. C'est pour ça qu'on a construit un premier prototype. Donc ça, c'est le premier prototype construit en 1989, dans lequel vous avez ici Alice qui veut communiquer avec Bob. Alors, Alice est ici, Bob est là, et il communique de façon secrète sur une distance de 32 cm. Il faut bien commencer quelque part. Mais ce qui est plus amusant là-dedans, c'est que ce que vous avez ici, c'est l'alimentation électrique, parce qu'on communique en envoyant des photons polarisés. Excusez le jargon, je ne vais pas expliquer. Mais on envoie des photons polarisés parce que la lumière qu'on a préparée, et il faut les faire tourner à différents angles. Et à cette époque-là, la façon qu'on faisait ça à l'époque, c'était par un appareil qui devait être branché sur du 1000 volts. Donc ça, c'est l'alimentation électrique qui fournissait le 1000 volts en question à nos petits photons qui se promenaient d'Alice vers Bob. Puis en fait, selon qu'on voulait envoyer des 0 ou des 1, on avait besoin d'un voltage différent. Vous avez peut-être tous eu l'expérience d'une alimentation électrique qui fait du bruit. Bon. Donc, on entendait les photons passer, entre guillemets, puis les 0 et les 1 ne faisaient pas le même bruit. Okay? Mais c'était absolument invulnérable contre n'importe quel espion sourd. Donc ça, c'était le premier prototype.
Alors que notre belle théorie était impeccable, puis personne ne prenait au sérieux, on a sorti cette affaire-là, puis tout à coup, oh, oui, monsieur, oui. C'est devenu la mode de faire ça. Même publié dans Scientific American, ça, c'est pas n'importe quoi. Tout ça pour communiquer sur 32 cm. Tout ça pour communiquer sur 32 cm, sécuritaire contre l'espion sourd. Ouais. Mais par la suite, il y a eu une mise en œuvre, un déploiement avec il y a eu Chine, un déploiement substantiel. Ouais. Il y a eu un grand nombre de prototypes de plus en plus sophistiqués qui ont été construits, pas par nous. Je veux dire que Charlie Bennett et moi, on a fait ça avec 3 étudiants, dont un est peut-être ici, en fait. On a fait ça avec 3 étudiants, mais aucun de nous 5 était le moindrement qualifié du côté expérimental. 5 théoriciens purs et durs. Bennett, il a déjà failli mettre le feu à la maison parce qu'il a osé une fois prendre le risque de faire bouillir de l'eau. Bon, fait que nous, on a prouvé que c'était possible en principe. On a laissé à d'autres personnes le soin de réaliser à plus large échelle, plus sérieusement. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, beaucoup d'entre eux en Suisse, à Genève, par Nicolas Gisin. Mais récemment, c'est la Chine qui a pris le dessus. En Chine, maintenant, ils ont en fait lancé un satellite de communication qu'on ne voit pas très bien tout en haut, là, mais il y a un satellite qui s'appelle Missius. Qui s'appelle Missius, du nom d'un philosophe chinois. Et il n'y en a pas 2, en fait, il y en a seulement un. Il s'est déplacé. Il en manque un petit bout en haut. Il y a des pointillés, là, en fait. Donc, avec le satellite, les Chinois sont capables d'établir des clés secrètes avec différents points sur la Terre. Et donc, ça leur permet de mettre en œuvre cette cryptographie quantique que nous avions inventée à des distances arbitraires, incluant une expérience très médiatisée qui a eu lieu entre Pékin et Vienne, en Autriche. Donc plusieurs milliers de kilomètres de distance, où les clés secrètes ont été échangées, une communication vidéo très médiatisée a eu lieu. C'est la première communication vidéo très longue distance, qui est parfaitement secrète de l'histoire de l'humanité, où on s'entend que c'est parfaitement secret, sauf pour le fait qu'il y avait une joyeuse bande de journalistes qui écoutaient ça de chaque côté. Mais rien contre les journalistes. Et ils ont aussi installé une voie terrestre qui relie Shanghai à Pékin sur 2000 km. Donc, ils sont en ce moment des années-lumière. C'est quoi de dire? En avance sur l'implantation et l'utilisation pour vrai, pas seulement de façon expérimentale, mais pour vrai, de cette cryptographie quantique. Mais un jour, ce sera pour tout le monde. Alors là, ça, c'est la science fondamentale qui vous a occupé toute votre vie, mais vous avez aussi cette passion pour la magie, pour l'illusion. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, Gilles Brassard, au lien entre la magie et la science. J'ai appris que vous aviez fait de la magie en classe, mais Luc Langevin aussi, vous avez fait ça à l'université. Oui. Racontez-nous donc cette magie que vous faisiez dans les cours. Ben mon Dieu, j'en ai fait à plusieurs occasions. Quand vous étiez étudiant. Oui, il y a un de mes professeurs, lorsqu'on revenait de la pause, me demandait toujours de faire un tour, comme ça garantissait que les étudiants allaient revenir. Allaient revenir. C'était M. Michel Piché, qui est devenu mon directeur de thèse par la suite, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui si j'ai eu ma maîtrise, parce que moi, je me cherchais un projet de maîtrise à ce moment-là, puis lui avait vu sur mon CV que j'étais magicien. Il cherchait quelqu'un qui avait beaucoup d'agilité. C'était pour une expérience qui demandait beaucoup de précision, avec des miroirs, des lasers, tout ça. Donc, moi, il m'avait sélectionné, puis effectivement, mon projet de maîtrise a très bien été. J'utilisais des cartes à jouer pour bloquer le faisceau laser. Tout le monde riait de moi, mais ça fait des très belles images qui sont allées dans mes émissions après. Donc, sinon, j'en ai fait pour mes collègues de travail. J'étais le magicien de la place. J'étais peut-être le scientifique le plus flyé un peu de la faculté, là, mais pour moi, c'est des bons souvenirs, puis je pense que les gens autour de moi en gardent de bons souvenirs aussi. Et est-ce que, dans votre démarche, vous tournez parfois aussi pour avoir des idées, avoir des manières de faire vers des ingénieurs, vers des scientifiques comme Gilles? Là, ça a été par le fruit du hasard qui vous a réunis. Mais sinon, dans votre démarche, est-ce que la science externe et est-ce que des chercheurs, des ingénieurs en fait, font ça? souvent, je conçois des numéros où je dois faire appel à des ingénieurs, des scientifiques pour m'aider parce que moi, j'ai une connaissance en physique qui est très générale, mais je ne suis pas spécialisé dans rien, à part peut-être l'optique. Mais, par exemple, dans mon premier spectacle, j'avais un numéro où je faisais tenir des meubles dans un équilibre qui semblait impossible. Puis j'ai appelé un ancien collègue d'université pour qu'il me fasse une simulation
Donc, on simulait les meubles, finalement, on les modélisait informatiquement et on voyait comment on devait les placer pour qu'ils tiennent. Puis moi, je regardais qu'est-ce qui serait le plus impressionnant. Donc, on a fait ça. J'avais un numéro mathématique, par exemple, où quelqu'un me donnait, 3 personnes me donnaient leur date de naissance, on les additionnait, puis ça donnait le nombre auquel quelqu'un pensait. Donc, j'ai dû faire appel à des mathématiciens pour ça, pour me créer un algorithme qui roulait en coulisses à l'insu des gens, évidemment. Mais donc, souvent, j'ai recours à des anciens collègues, à des chercheurs pour m'aider, parce que, évidemment, je ne peux pas tout faire, puis je ne suis pas spécialisé. Mais souvent, cette science-là sert à émerveiller, parce que les gens ne connaissent pas. Les gens, la science a cet aspect magique un peu. On écoute Gilles parler de l'intrication quantique. On dirait que c'est de la magie. On fait quelque chose à Alice, Bob, comme Bob le savait, puis ils sont à des milliers de kilomètres. Ça sonne comme de la magie, pourtant c'est tout à fait naturel. Donc c'est le meilleur outil pour un illusionniste parce que la science, elle est partout, elle est à travers nous, puis il s'agit juste de savoir comment l'utiliser pour en faire un outil pour émerveiller les gens, finalement. Gilles Brassard, ça vous intéresserait d'être collaborateur scientifique avec un magicien éventuellement? Vous avez trop d'occupations autres. Disons que j'ai pas beaucoup de temps libre, mais... On va attendre la retraite. Vous avez du temps pour aller voir les spectacles. Fait continuez à en profiter comme... Mais non, je serais très honoré de on verra. Faudrait... Tous les deux, vous avez en commun. Mais il faut comprendre quand même qu'étant un théoricien sans beaucoup d'aptitudes expérimentales, je suis pas sûr à quel point je pourrais aider autrement que de peut-être lui mettre des mots dans la bouche de pseudosciences qui expliquent son numéro. Ça peut être utile aussi. Oui, c'est ça. Vous êtes tous les deux, Frédéric vous présentait tout à l'heure comme des Merlins des temps modernes. Vos disciplines ont vraiment des atomes crochus, ce sont des disciplines complexes. Dans les deux cas, vous devez créer, vous devez découvrir. On aimerait ça être dans votre cerveau parfois pour voir comment ça se passe, tous les deux. Donnez-nous une idée de c'est quoi les ingrédients, c'est quoi le contexte, le climat, qu'est-ce qui est favorable pour vous, qu'est-ce qui vous amène à créer puis à découvrir, qu'est-ce que ça vous prend comme ingrédient, Gilles Brassard? Du café, sûrement. Ben, oui. Non, effectivement, le café, c'est le premier ingrédient, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, Polya, un mathématicien connu, a déjà dit qu'un mathématicien est une machine qui transforme la caféine en théorème. Très bien dit. La caféine en théorème. Oui, c'est ça. Bon. Ceci étant dit, moi, ce qui m'attire, je l'ai dit tantôt qu'à l'exception de ce livre sur les illusionnistes et leurs secrets, qui a été extrêmement fondamental dans mon développement, dans mon enfance, que je lisais essentiellement que de la science-fiction. Pas nécessairement de la bonne. Mais de la bonne aussi de temps en temps. Et plus tard, quand je suis devenu chercheur professionnel, si on veut dire, la science-fiction a continué à m'émerveiller. Évidemment, Star Trek, c'était mon émission préférée, après Bobino, peut-être. Et pour moi, de faire des découvertes qui sont le plus science-fiction possible, bien, le mieux c'est. Donc, quand j'ai commencé à faire ces histoires de cryptographie quantique, c'était pas mal de la science-fiction. Personne ne pouvait mettre en doute que ça pourrait fonctionner si on essayait de le mettre en œuvre, mais c'est complètement différent de ce qui se faisait à l'époque en cryptographie. Et ça avait vraiment quand même une odeur de science-fiction. Puis donc, je me suis lancé là-dedans jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui est extrêmement banal d'un point de vue technologique. Il n'y avait plus aucun intérêt science-fiction. Là, Dieu merci, la téléportation est arrivée. Donc, j'ai pu renouer avec la science-fiction. Et tout au long de ma carrière, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses différemment et d'avoir un aspect merveilleux qui s'apparente à la magie, effectivement. Dans votre cas, Luc, oui? Oui, je vois beaucoup de similitudes, moi, avec le processus, si on veut, d'un scientifique pour créer, pour découvrir une nouvelle hypothèse, une nouvelle théorie ou la prouver, et la création d'un numéro de magie, parce que quand on crée une illusion, en fait, une fois qu'on a décidé, par exemple, ce qu'on veut faire, si on veut passer à travers un mur, téléporter, la première chose qu'on se demande, c'est comment les gens vont penser qu'on le fait. Et là, on se dit, bon, ils vont penser qu'on fait ci, qu'on fait ça. Et là, il faut trouver une méthode qui est complètement à l'inverse de ça.
Et pour trouver cette méthode-là, comme elle est complètement à l'encontre de ce qui nous vient spontanément, il faut faire des twists à notre cerveau. Il faut lui faire penser d'une façon complètement différente. Et moi, je remarque que toutes les grandes découvertes en sciences aussi, ça prend une espèce de créativité pour la trouver parce que ça prend une idée que tous les autres chercheurs n'ont pas eue avant. Donc, il y a vraiment une question de penser différemment, d'emprunter des voies qui n'ont pas été prises. Gilles a l'avantage de ne pas être physicien. Il est issu du milieu informatique. Il a abordé le problème d'une façon complètement différente que ce que faisaient les physiciens. Puis moi, je pense aussi, par mon background scientifique, j'ai abordé des numéros de magie d'une façon complètement différente de ce que les autres magiciens faisaient. Et c'est ce qui fait notre unicité, c'est ce qui fait qu'on réussit peut-être à renouveler ou à amener un vent nouveau, finalement, dans le domaine. Puis pour pouvoir faire ça, je pense que ça prend aussi une base, une culture scientifique, une culture générale. Puis je pense que tous les deux, vous vous rejoignez aussi. On l'évoquait tout à l'heure, Luc, porte-parole des Expos Sciences. Vous vous rejoignez tous les deux dans ce désir de transmettre, d'enseigner, de susciter les passions, de développer, de consacrer l'importance de la science et de la culture scientifique dans nos sociétés. C'est pas évident, ça, de nos jours, Gilles Brassard. La science n'est pas toujours portée en gloire. Non, je ne peux pas dire que nous vivons dans une société qui glorifie la science, et je trouve ça bien triste. Mais c'est comme ça. Ça ne m'empêche pas de la valoriser et de vouloir la transmettre. Après tout, on a parlé aujourd'hui de ce que j'ai fait comme chercheur, mais mon métier numéro 1, c'est d'être professeur. Être professeur d'université, c'est pas parce que je veux faire seulement de la recherche, parce que l'enseignement, c'est la chose la plus importante. C'est important à la fois de transmettre les connaissances et pour se ressourcer auprès des jeunes. Sans mes étudiants, la téléportation, c'était une bande de vieux, peut-être, à l'époque, dans le sens qu'il n'y avait pas d'étudiants dans la... oui, Claude inclus, dans le sens qu'il n'y avait pas d'étudiants dans le gang. C'est ce que je voulais dire par une bande de vieux. Mais beaucoup des recherches que j'ai faites dans ma carrière impliquaient des étudiants de façon fondamentale, et plus souvent qu'autrement, c'est l'étudiant qui a les idées principales. Donc, pour moi, l'aspect enseignement, transmission des connaissances, c'est mon métier numéro 1. Ensuite, je fais de la recherche quand j'ai le temps. Mais faire de la recherche aujourd'hui, parfois, c'est pas toujours évident, surtout dans un domaine qui peut sembler abstrait comme le vôtre, où ceux qui financent les travaux de recherche, souvent, ont eu une tendance à favoriser ce qui pouvait développer une filière économique, une innovation, une industrie. Dans votre cas, c'est pas toujours évident. C'est pas évident et, en fait, ce que je considère comme ma cause avec un C majuscule préférée, c'est d'essayer de faire comprendre, tant au public qu'au gouvernement, de faire comprendre l'importance de la recherche fondamentale. Ce qui n'est absolument rien contre la recherche appliquée. Mais l'idée, c'est que si on se contente d'appliquer les connaissances qu'on a déjà et qu'on fait des choses extrêmement intéressantes en génie, par exemple, donc pour, par exemple, mettre en œuvre la cryptographie quantique, c'est du génie plus que de la science. C'est extrêmement important aussi. Mais si on met tous nos efforts dans les applications, dans même ce qu'on appelle même l'innovation, ça va bien aller pendant un certain nombre d'années, puis à un moment donné, il n'y aura plus de nouvelles idées dans le pipeline, puis tout va tomber. Dans le sens qu'il n'y aura plus de progrès, on va stagner et ensuite décliner. Alors, pour moi, la recherche fondamentale, c'est ça qui est au début du pipeline, qui nourrit tout ça, et qui est tellement nécessaire, et qui, par définition, ne recherche pas une application dès le départ, et peut-être même jamais. Quand Einstein a développé la relativité et aussi travaillé de façon importante sur la théorie quantique, pour lui, c'était de la recherche pour l'avancement de la connaissance, pour comprendre le monde. Il n'y avait aucune idée qu'un jour, ça pourrait servir à quoi que ce soit. C'était la recherche pure, fondamentale. Surprise, aujourd'hui, on peut estimer qu'au moins 30% de toute la technologie à travers la planète est basée de près ou de loin sur la théorie quantique, qui a été inventée, comme je disais, purement pour comprendre le monde, puis ensuite, il a trouvé des applications. Mon point de vue, c'est que la recherche fondamentale doit être valorisée, encouragée, et surtout pas en demandant à ceux qui la font, mais à quoi ça va servir.
Parce qu'on ne sait Donc, pas. je ne vous poserai pas cette question-là. Parce qu'on ne sait pas. Luc Langevin, les expositions, c'est un peu dans votre motivation pour être porte-parole, je soupçonne qu'il y a un peu de ce désir-là aussi. Ben oui, en fait, juste pour rebondir sur ce que Gilles disait, je pense que la science fondamentale, comme il le dit, c'est cet autre chemin dont je parlais, par lequel il faut passer pour trouver parfois des choses qu'on n'aurait pas trouvées autrement. En fait, en développant la science fondamentale, on va découvrir des choses qu'on ne découvrira jamais autrement en cherchant que des applications pratiques. Puis moi, ça aussi, évidemment, quand je faisais mes études au doctorat et que soudainement j'ai eu l'opportunité de délaisser tout ça pour faire carrière à la télévision, dans le show business, c'est avec un immense pincement au cœur que j'ai laissé mes études doctorales parce que j'aime la science. Puis mon doctorat allait bien, j'avais trouvé comment j'allais faire, tout. Puis j'ai essayé de concilier avec l'université, puis tout. Puis encore là, c'est difficile de prendre un chemin différent. En fait, de faire les choses différemment dans une structure si bien cartésienne. Donc, j'ai dû abandonner. Puis, je me suis dit à l'époque, est-ce que je suis en train de... Peut-être que mon doctorat, il aurait permis de peut-être sauver des vies, qui sait, ou de faire quelque chose d'important. Puis là, je les laisse tout ça pour aller faire de la magie. Puis moi, la seule façon que je me suis trouvé de me donner bonne conscience, c'est de me dire que la magie, en fait, moi, je fais rêver les gens. Puis je me suis dit, si je parle de science à travers mes numéros, il y a des jeunes qui vont voir la science d'une façon qu'ils ne l'ont jamais vue auparavant. Il faut que les gens voient que la science, c'est le fun, en fait, c'est fascinant. C'est pas tous les jeunes qui le perçoivent quand on leur présente la science dans les cours à l'école élémentaire où ça a l'air fastidieux, ça a l'air compliqué, on comprend pas à quoi ça sert de calculer une hypoténuse. Mais quand on passe cette barrière-là, c'est un monde magique qui s'ouvre à nous littéralement. Donc, moi, je me suis comme un peu donné comme mission, justement, de valoriser la science par mon art, de le rendre intéressant à tout le monde, en me disant qu'un jour, il y a des jeunes qui vont s'intéresser à la science parce qu'ils vont m'avoir vu faire tel ou tel numéro. Puis il y a peut-être un de ces jeunes qui est le prochain Gilles Brassard. Puis ça, je me dis, moi, j'aurais fait mon travail à ce moment-là. Voilà. Bien, je profite de cette pause impromptue. Moi, j'ai une dernière question à poser aux deux Merlins ici. Mais par la suite, la parole est à vous dans la salle. Il y a des micros qui sont installés. Si vous avez des questions à leur poser, Gilles et Luc vont se faire un plaisir de vous répondre. Ils sont ici pour ça, pour échanger avec vous aussi. Moi, la dernière question que j'ai à vous poser, tous les deux Merlins des temps modernes que vous êtes, si je vous donnais ici ce soir une baguette magique et que vous pouviez faire avec cette baguette ce que vous voulez dans n'importe quel domaine, changer quelque chose. Gilles Brassard, vous feriez quoi avec votre baguette? Je rendrais la société consciente et enthousiaste sur l'importance de la recherche fondamentale. C'est cohérent. Oui. Et la paix dans le monde. Et la paix dans le monde, évidemment. Luc Langevin? J'aimerais que la science soit au moins au même niveau que les arts, que la politique, que tous les autres sujets dont on parle partout dans les journaux, les sports au quotidien. J'aimerais faire en sorte que la science soit au moins au même niveau parce qu'elle a une importance dans toutes nos vies, dans tous les domaines, partout. C'est ce que je ferais avec la baguette magique et la paix dans le monde. Voilà. J'ai du mal à voir au micro s'il y a des gens, mais écoutez, le temps que vous vous déjeuniez, je vous ai menti, j'ai encore des questions. Hein? Un journaliste, ça a toujours des questions. Oui. Mais je vous invite, profitez-en vraiment, ils sont là. Par exemple, s'il y a des notions fondamentales que vous n'avez pas comprises ou si vous avez des points de curiosité sur la magie, au pire, Luc va dire « Ah! » Hein? Vous n'apprendrez pas de secrets sur des tours ce soir, mais... j'hésite un peu à vous poser la question, Gilles Brassard, parce que j'ai peur que vous soyez un peu fâché en me répondant après tout ce que je vous ai entendu dire, mais la question souvent doit vous venir. Les gens, quand vous leur parlez de physique quantique, quand vous tentez de leur expliquer, ils doivent vous demander, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Pourquoi c'est important? Bien, il y a
beaucoup de raisons de se fâcher. Oui, mais là, vous ne vous fâcherez pas, vous allez vraiment vous aider à comprendre. Non, mais j'ai déjà répondu. Avant tout, c'est important. Bon, c'est sûr que c'est important parce que ça a complètement changé la société. Sans physique quantique, il n'y aurait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de laser. La physique quantique a complètement changé notre société du début à la fin. C'est absolument inimaginable. Mais ma réponse, c'est pas ça. Ma réponse, c'est parce que ça nous rapproche d'une compréhension de l'univers, qui pour moi est la principale motivation. Comprendre comment fonctionne le monde, c'est plus de la philosophie peut-être, mais pour moi, le principal devoir d'un scientifique, c'est ça. Et s'il y a des applications, bien, tant mieux. J'ai rien contre. Mais c'est pas ça qui, pour moi, est la motivation principale. Puis, autre point précis d'information aussi, on parle depuis longtemps du fameux ordinateur quantique. Pourquoi c'est si compliqué? On arrive à faire plein de choses. Pourquoi, dans le cas de l'ordinateur quantique, qu'est-ce qui fait que c'est si complexe à développer? Ça va être une révolution, on le dit depuis longtemps, mais pourquoi c'est aussi complexe à mettre en œuvre? Bon, je répète que je ne suis pas un expérimentateur. Pour un théoricien, c'est extrêmement facile à faire. OK. Bon. Alors, pourquoi les expérimentateurs ont du mal avec une théorie? Parce qu'ils sont tellement incompétents. J'espère qu'il n'y a pas trop d'ingénieurs dans la salle. Il y a ma femme. Alice et... oui, c'est ça. Mais bon, c'est elle qui fait bouillir l'eau. Oui, c'est ça. Bon, sérieusement, pour réaliser l'ordinateur quantique, on a besoin d'avoir un contrôle sur des systèmes microscopiques qui est extrêmement précis. Et pour l'instant, il y a énormément d'argent qui est investi là-dedans. On y arrive. On est de plus en plus en mesure de contrôler les systèmes quantiques avec la précision qui serait nécessaire pour réaliser l'ordinateur quantique. Mais on n'est pas encore rendu là. Donc, d'une part, il y a un travail d'ingénieur et de physicien expérimental pour développer cette technologie. D'autre part, il y a aussi un travail de théoricien, parce que, voyez-vous, ce qui se passe, c'est que le théoricien peut travailler à demander de moins en moins de contrôle de la part de l'expérimentateur. Par exemple, en trouvant des façons de corriger les erreurs de façon plus efficace que ce qu'on aurait pu penser autrement. Donc, d'une part, il y a l'expérimentateur, l'ingénieur, qui, de son côté, essaie de faire les choses les plus précises possibles. Et le théoricien essaie de demander de moins en moins de précision pour que ça fonctionne quand même. Et quand les deux vont se rejoindre, on l'aura. Donc, d'une part. D'autre part, il y a énormément d'argent qui est mis en jeu en ce moment là-dessus. La Chine, pour revenir à la Chine, a récemment... D'abord, l'Europe. L'Europe a annoncé, enfin, pas seulement annoncé, il y a ce qu'on appelle un flagship de technologie quantique qui est démarré maintenant, dans lequel il y a un budget d'1 milliard d'euros, dont une grande partie, c'est pour réaliser l'ordinateur quantique. Avant ça, le Royaume-Uni avait 379 millions de livres mis sur la table seulement pour le Royaume-Uni. Bon, depuis un an plus tard, un an après le milliard d'euros annoncé par l'Europe, la Chine a annoncé 10 milliards de dollars. Donc, quand on a l'argent, on peut se permettre de faire bouillir beaucoup d'eau. Est-ce que dans ce domaine-là encore, l'armée, les militaires, la recherche, le secret défense jouent un rôle important? Est-ce qu'il y a une portion de la recherche qu'on ne connaît pas parce que ce n'est pas des chercheurs de la société civile qui le font? Par définition, on ne le connaît pas. OK. Non, sérieusement, on peut présumer que oui. Présumer que... je ne suis pas plus dans le secret des dieux, des militaires, que dans celui de Luc Langevin. Ils vous ont jamais approché pour... Je ne suis pas intéressé. C'est clair. J'aimerais vous... Toujours personne au micro pour questions, mais j'en ai d'autres, moi. Bon. Alors, vos sources d'inspiration à tous les deux. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez? La science, toujours? Autre chose, parfois? Luc? L'inspiration, moi, vient... ça a l'air cliché, là, mais vient vraiment de partout. Parfois, je vais écouter un film, puis je vais juste noter la structure du film pour répéter la même structure dans un numéro de magie, par exemple. Ça peut être un proverbe que j'entends. Une fois, quelqu'un m'avait dit « L'argent ne pousse pas dans les arbres ». Quand j'étais petit, je disais « Ah, ben tiens, on a fait un numéro où on faisait disparaître un billet et réapparaissait dans un arbre. » Parce que c'est aussi simple que ça parfois. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué, mais
En fait, lorsqu'on fait de l'illusion, il y a tellement de possibilités que l'inspiration vient de partout. Puis moi, j'ai un carnet où je note tout au fur et à mesure. Puis les meilleures idées, ils viennent spontanément comme ça. Ils viennent pas quand je m'assois puis j'essaie de trouver une idée, quand j'essaie de forcer la chose, finalement. Ouais. Gilles, avant qu'on passe dans la salle. Un peu la même réponse dans le sens que la première chose, c'est de garder l'esprit ouvert, d'attendre, de laisser l'inspiration venir, de laisser quelque chose, quelque part, imprévu. Tiens, c'est intéressant. Comme la téléportation, on ne cherchait pas ça. On était dans mon bureau en train de faire un remue-ménage sur une question que Bennett avait posée à la conférence de Wooters, qui n'avait rien à voir avec la téléportation. Puis en essayant de répondre à cette question-là, de fil en aiguille, ça nous a amené à inventer la téléportation, mais c'était tellement pas prévu. Donc, il faut rester ouvert, l'esprit ouvert à ce qui va se présenter. Surtout sans idée préconçue. Sans se dire, bien, on ne va pas essayer de t'inventer ça parce qu'on sait bien que ce n'est pas possible. Dans ce cas-ci, on ne l'a pas essayé, ça nous est tombé d'un pattes directement. Donc, je dirais que c'est surtout ça. Et dans mon cas, étant professeur, la plus grande source d'inspiration vient de mes étudiants, bien entendu. Alors, dans la salle, il y a 2 micros. Je ne sais pas dans quel ordre vous étiez arrivé. Monsieur, on vous écoute. Votre question. Êtes-vous étudiant ici? Oui, étudiant en baccalauréat à l'Université de Montréal. Parfait. Alors, dans quelle discipline? Philosophie. Alors, on vous écoute. Alors, ma question relève peut-être un petit peu de la fantaisie, mais j'aimerais savoir, Gilles Brassard et Luc Langevin, comment verriez-vous la société dans le futur? Comment serait-elle affectée par les recherches en théorie en physique quantique? Donc, dans vos rêves les plus fous, on joue aussi peut-être un peu à l'émission qui jouait l'an passé, Bienvenue en 2067. Alors, comment verriez-vous la société transformée par les recherches en physique quantique? Moi, je pense qu'on n'est même pas capable d'imaginer ce que ça va être parce que la majorité des emplois qu'il va y avoir à ce moment-là n'existent pas en ce moment, puis on ne sait même pas qu'ils vont exister. Juste si on pouvait se téléporter, là. Juste cette invention. Juste ça. Non, mais juste ça. Imaginez que ça se produit. Il n'y a plus de route, plus de voitures, plus d'avions, plus de trains, plus de postes, plus de portes, plus d'escaliers. On se téléporte chez nous. On en ressort sans... il n'y a plus d'avions, c'est une transformation qui est tellement immense qu'on peut même pas... Je suis même pas capable de voir une image de ce que la vie ressemblerait si une telle invention se mettait à... Et comme on n'a aucune idée des inventions qui vont apparaître dans 30 ans, c'est une question que j'aurais énormément de difficultés à répondre, en fait. Vous savez, je ne me souviens pas la date exacte, mais au 19e siècle, Alexandre Graham Bell a écrit une lettre à son père en lui disant qu'on pourrait imaginer un futur dans lequel il y aura des fils qui courront de maison en maison et les gens pourront converser l'un avec l'autre sans quitter leur salon. Donc, d'une part, c'était extraordinairement prophétique. D'autre part, il y avait tort. On n'a plus besoin de fils, évidemment. Ça pour être tout à fait d'accord avec ce que Luc disait, que la meilleure réponse, c'est qu'on n'en sait absolument rien. Qu'il faut, mais comme je disais tantôt, il faut garder l'esprit ouvert. En ce moment, il y a une révolution, ce qu'on appelle la deuxième révolution quantique, qui est en pleine activité, qui est en cours de développement. La première révolution quantique, c'est celle qui a conduit au transistor, donc à l'ère de l'information, à l'ordinateur, au laser, etc. Donc, cette première révolution quantique, qui est le résultat, au départ, d'une recherche fondamentale par Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg et compagnie, qui cherchaient uniquement à comprendre le monde, cette première révolution a donné lieu à une transformation de la société que nous connaissons maintenant. En ce moment, nous sommes dans la deuxième révolution quantique où on essaie de comprendre des choses plus... Bon, je ne veux pas avoir la prétention en disant plus fondamentales que celles qu'Einstein cherchait, parce qu'on ne peut pas être plus fondamental, mais on regarde les choses différemment, avec un esprit qui n'était pas là à l'époque, pour essayer de mieux comprendre encore qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, et essayer de, encore une fois, de comprendre le monde. Et ça va nous mener à d'autres révolutions de la société. L'ordinateur quantique en sera un, bien sûr, et qui aura comme première conséquence de l'effondrement de la civilisation.
étant donné que toute l'infrastructure cryptographique va tomber à l'eau, tout le commerce électronique, c'est fini. Donc, il y aurait des conséquences assez désastreuses si on ne prend pas soin, entre-temps, de faire ce qu'il faut, qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, il y a encore de l'espoir qu'on réussisse à retomber sur nos pattes avant que le désastre nous frappe. Mais l'ordinateur quantique est aussi capable de faire plein de choses, si j'ose dire, positives. Ça nous permet potentiellement de développer des nouveaux médicaments parce qu'on va mieux comprendre comment les molécules se replient, les molécules chimiques importantes pour les médicaments. Ça va nous permettre de faire des nouveaux matériaux beaucoup plus résistants, beaucoup plus légers, plus adéquats pour toutes sortes de choses. Donc, l'ordinateur quantique a, dans ses cartons, des possibilités extrêmement positives pour la société. Mais ça, c'est juste une chose. Mais pour revenir à ce que Luc disait, la plupart des conséquences de notre nouvelle compréhension de la physique, la plupart des conséquences, on ne les a même pas imaginées encore. Alors, mesdames, au micro. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question est pour M. Brassard. J'ai assisté à votre conférence au département de physique la semaine dernière. Puis, dans votre analogie pour l'intrication quantique, vous parliez d'Alice et Bob qui ne pouvaient pas s'être entendus, avoir accordé leur réponse sur une infinité de questions. Mais pour quand c'est des particules, est-ce qu'il y a vraiment une infinité de mesures qu'on peut prendre sur des particules? Donc, comment on peut dire qu'ils ne peuvent pas s'être accordés d'avance sur leur réponse? OK. C'est une question un petit peu technique. La première réponse, c'est que le nombre de questions qu'on peut poser à une particule est tout à fait infini aussi. Très rapidement, si j'ai un photon, donc une particule de lumière, qui est polarisée, voulant dire que, très naïvement parlant, c'est pas vraiment ça, mais pour simplifier, que pendant qu'elle se déplace, elle pourrait osciller de haut en bas, ou de gauche à droite, ou à n'importe quel angle, qu'on appelle la polarisation. On peut faire une mesure de polarisation, voulant dire, demande à cette particule, est-ce que tu es plutôt polarisé horizontal ou vertical? Ça, c'est une mesure. On pourrait demander si c'est plutôt plus ou moins 45 degrés, c'est une autre mesure. On peut demander si c'est plutôt 1 degré ou 91 degrés, c'est une autre mesure. On peut poser n'importe quelle question, plutôt tel angle ou à 90 degrés de cet angle-là. Donc déjà, on a une infinité de questions différentes. Et donc, on peut soumettre nos deux particules, Alice et Bob, on peut les soumettre à une infinité de questions. Et là, la question ici, c'était comment on fait pour prouver qu'ils ne se sont pas mis d'accord quand même sur la réponse à toutes les questions possibles. Puis la réponse, c'est que si on s'astreint, comme dans ma conférence récente en physique, si on s'astreint à poser la même question aux deux particules et qu'ils font seulement toujours répondre l'opposé, ceci en soi n'exclut pas qu'ils aient déjà une réponse prévue à toutes les questions. Pour arriver à démontrer qu'on ne peut pas avoir une réponse prévue à toutes les questions, il faut poser des questions différentes aux deux. Et ça, c'est ce qui s'appelle le théorème de Bell, prouvé en 1964. Je ne rentre pas dans le détail, bien sûr, mais Bell a démontré qu'en autant qu'on peut se poser deux questions différentes, seulement deux, c'est suffisant, à celle-ci, et deux autres, mais différentes à l'autre particule, que les réponses données aux 4 questions possibles, 2 ici et 2 là, les réponses ne peuvent pas être prévues d'avance. Donc, c'est un théorème mathématique que avoir déjà préprogrammé mes deux particules sur qu'est-ce qu'elles allaient répondre à chacune des 2 questions ici, des questions-là, donnerait des résultats statistiques différents de ce que la physique quantique prédit et de ce qui est observé en laboratoire. Donc, c'est comme ça qu'on démontre que les réponses ne peuvent pas être prévues d'avance. Merci. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre d'arriver au micro. Je crois que c'est vous, madame. Oui, je vous écoute. Encore une question un peu technique. Vous avez dit tantôt qu'il y avait certaines propriétés du photon ou des particules qui pouvaient être influencées par le changement, comme si l'autre particule est très loin et qu'il y a un changement. De quelle propriété vous parliez tantôt? OK. Tout se comporte... On parle encore de polarisation de photons, c'est la chose la plus simple. Donc, l'oscillation du photon dans son voyage. Tout se comporte comme si, lorsque 2 photons sont intriqués, quelle que soit la question que je pose à celui-ci, une question, ça veut dire, es-tu polarisé à tel angle à 90 degrés? Le photon va répondre au hasard l'un ou l'autre. Par exemple, il répondrait comme ça. Et tout se comporte comme si, instantanément, à ce moment précis où le premier, qui n'était pas déjà prédestiné, a répondu ça, instantanément, l'autre devient polarisé à 90 degrés. Tout se comporte comme si c'était ça qui se passait par rapport à tout ce qu'on peut observer.
Et ça, c'est ce qu'Einstein appelait l'action fantomatique à distance. Parce que les deux particules peuvent être arbitrairement lointaines et ça fonctionne encore. Mais ça, c'est une façon de l'expliquer qui est totalement hérétique. La physique ne permet pas ça. Ce que la physique permet, c'est que ça se comporte comme si c'était ça, et non pas que c'est ça. Maintenant, c'est quoi pour vrai? On n'est pas tous d'accord encore. Je crois qu'on est rendu au micro de messieurs. Oui, si j'ai compris, Intrication. L'intriqué existe dans la nature à l'état naturel. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon. Dans vos expériences, est-ce que vous êtes capable aussi d'engendrer l'intrication en influençant des particules? Oui, oui. Oui? Oui, l'intrication existe dans la nature, effectivement. C'est la molécule d'hydrogène, qui a 2 atomes d'hydrogène et 2 électrons, un pour chaque atome, est naturellement intriquée. Mais ça, c'est dans un état vraiment très microscopique. Les 2 particules intriquées dans la nature sont intriquées naturellement, oui, mais sont très près l'une de l'autre. L'intrication à longue distance, c'est quelque chose que nous avons fait, nous les humains. Est-ce que ça existe dans la nature? Peut-être, mais ça n'a pas été observé. Mais nous sommes capables de créer une intrication. Et une fois qu'on a intriqué 2 particules, nous pouvons les envoyer à des distances arbitraires et ensuite faire des expériences. Ça a été fait sur plusieurs kilomètres. En fait, les Chinois l'ont fait sur 1400 kilomètres avec leurs satellites. OK. Deuxième partie de ma question. Est-ce que c'est toujours par paire, l'intrication? Non. Non, l'intrication peut exister avec un nombre arbitraire de particules, mais l'intrication a quand même une propriété de monogamie, comme on l'appelle, dans le sens que si 2 particules sont intriquées d'une façon qu'on appelle complète, à partir du moment où j'ai une intrication complète entre 2 particules, par définition, le fait d'être complètement intriqué ces 2-là exclut l'intrication avec quoi que ce soit d'autre. Donc, l'intrication complète est monogame. Par contre, on peut avoir 3 particules qui sont intriquées ensemble sans qu'aucune des 2 soit intriquée complètement avec aucune des 2 autres. Merci et félicitations. Merci. Je crois que c'est à vous, monsieur. Hein? Là, je perds un peu le fil, fait que corrigez-moi si je me trompe. Madame, monsieur, micro du centre. Monsieur, je crois. Allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. D'abord, je voudrais féliciter M. Brassard en tant que récipiendaire du prix Wolf. Et puis, M. Brassard, vous êtes une fierté pour le Québec. Merci. Et je vous souhaite bonne chance pour la prochaine étape, pour le Nobel. Hey. Merci, merci. Ce qui m'a fasciné dans l'expérience que nous avons visionnée sur la vidéo, c'est comment le transfert s'est fait du coffre-fort 1 au coffre-fort 2. Il y a une salle complète qui partageait votre événement. Oui. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que le prototype que vous avez créé avec d'autres chercheurs, est-ce qu'il a été fabriqué une seule fois? Il y en a un seul prototype ou s'il y en a un ici à Montréal? Et j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. OK. Alors, premièrement, je répète une fois de plus que je suis un théoricien. Je n'ai fait aucun prototype de téléportation personnellement. Donc, mais la réponse à la question, c'est ça s'est fait à plusieurs endroits dans le monde. Il y a un grand nombre d'expériences de téléportation qui ont été réalisées au fil des ans, à différents endroits, en téléportant différentes choses, où on s'entend que c'est des petites choses, pour l'instant. Mais on a quand même réussi à téléporter jusqu'à un atome au complet. C'est déjà beaucoup comparé à une particule élémentaire. Donc, il y a énormément de vérifications qui ont été faites expérimentalement de par le monde de ce concept, qui a été inventé théoriquement par nous au départ, mais nous, c'est vraiment que de la théorie. Et comme d'habitude, c'est les Chinois qui ont le record de distance de téléportation. Madame, au micro du centre. Oups. On va commencer parce qu'il ne fonctionne pas, je pense. Ah oui, c'est bon. Allez-y, c'est bon. Oui, bonsoir. Bien, premièrement, merci beaucoup pour votre présence et l'opportunité que vous me donnez ce soir. Ma question étant une étudiante plus issue des sciences humaines, malgré que j'ai commencé comme plusieurs en sciences de la nature pour découvrir qu'il y avait un monde qui s'offre à nous dans d'autres sciences un peu moins exactes, un peu moins valorisées. On voit, vous parlez de valorisation de la science. Je profite aussi pour
faire un lien avec la valorisation des sciences humaines qui sont très importantes. Absolument. Donc, ma question est un peu plus philosophique et vous me direz si elle est déplacée, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser à deux scientifiques quand même qui ont fait un parcours universitaire. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je veux dire, parce que quand même, c'est une question quand même philosophique. Si vous ne voulez pas parler de vos croyances, c'est propre à vous, mais je suis quand même curieuse de savoir philosophiquement, est-ce que vous pensez que vous êtes déiste? Est-ce que vous pensez qu'il y a un créateur? Vous êtes Merlin, mais est-ce qu'il y a un plus grand Merlin que vous? Donc, oui, voilà. Ben, moi, je dirais ça dépend de votre définition de Dieu. Parce que moi, ma religion, c'est la science. J'imagine que ça l'est pour Gilles aussi. Moi, très jeune, j'ai eu des questions philosophiques. Je voulais savoir d'où je venais, où on s'en allait. Puis partout, quand j'allais voir dans la religion, dans la mythologie, je trouvais rien qui me satisfaisait parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de rigueur. Et là, quand j'ai vu que la science, la physique quantique et tout pouvait expliquer le Big Bang, les quelques secondes après, tout ça, là, je dis ça, c'est ce que je cherchais. Et ça ne nous dit pas nécessairement comment vivre, mais ça nous montre comment le monde fonctionne. On ne sait pas exactement pourquoi c'est comme ça, comment ça se fait que c'est arrivé, puis qu'on a de l'intrication quantique, on a des forces, de la gravité, tout ça, mais on sait comment elle fonctionne. Quand on regarde l'univers, on voit où ça s'en va, on voit d'où ça vient. Donc, moi, ça m'apporte énormément de réponses philosophiques, en quelque sorte. Puis, moi, j'ai une opinion des religions qui est très... je trouve que la religion divise beaucoup plus les humains qu'elle en rassemble, alors que la science, elle est universelle sur toute la planète, peu importe le langage, la culture des scientifiques, qui sont tous d'accord sur la gravité, sur les lois de l'électromagnétique, surtout. Donc, moi, la science, c'est vraiment ma religion, mais je dis pas que c'est la meilleure ou que si quelqu'un est croyant, puis je dis pas que c'est une mauvaise personne ou qui a tort. Je pense que chacun a son opinion. Mais je serais pas prêt à répondre à savoir s'il y a un être supérieur qui nous a créés. Je sais pas, puis... je peux peut-être vous poser une question plus simple. Est-ce que vous vous définiriez comme athée? Donc, athée, je précise la définition, quelqu'un qui a la croyance que Dieu ou qu'une puissance qu'on peut appeler la vie, Yahvé, Allah, tous les noms qu'on peut lui donner n'existent pas. Donc, c'est une croyance, l'athéisme. Est-ce que oui ou non, vous êtes athée? Puis, si vous ne la connaissez pas, la réponse, puis vous voulez la laisser en suspens, c'est correct aussi. Je vais répondre. D'abord, je suis d'accord avec tout ce que Luc a dit, sauf que je pense que sa réponse était, du moins la fin de la réponse, était plus au sujet de la religion qu'au sujet de Dieu. Il ne faut pas confondre. Donc, la religion sépare les gens. Malheureusement, c'est vrai, c'est triste, et c'est comme ça depuis très longtemps. Pensez aux croisades. C'est extrêmement dommage que la religion soit utilisée pour faire du mal. Mais à la question de base, est-ce que je crois que Dieu existe? Ma réponse, c'est que j'en sais rien. Mais ma réponse, en fait, on a dit dès le début, une des choses que j'ai dites tantôt, c'est l'importance de garder un esprit ouvert. C'est ce que je fais dans toutes mes activités intellectuelles et autres. Et je considère qu'on ne peut pas scientifiquement démontrer que Dieu n'existe pas. Pas plus qu'on peut démontrer qu'il existe. Donc, mon point de vue, je n'y crois pas personnellement, parce que je n'ai pas besoin de lui pour expliquer le monde. Mais s'il veut exister, je n'ai aucune objection. Merci. Merci. Écoutez, normalement, la soirée serait terminée. Mais est-ce que vous permettez qu'on réponde aux gens qui ont pris la peine de se lever pour vous poser une question? Vous êtes d'accord? Oui. Alors là, je crois que c'est à vous, monsieur, au premier micro. Oui. On vous écoute. Alors moi, ma question serait pour Gilles Brassard. J'aimerais savoir si vous croyez qu'on va avoir un jour une théorie unificatrice sur l'origine de l'univers. Et si vous croyez que oui, environ dans combien d'années? Précis comme question, hein? Bon, je vais vous décevoir. Je répète que je ne suis pas physicien. Tout ce que je connais de la physique, je l'ai appris sur le tas et ça se restreint à la physique quantique, étant donné que j'ai cessé d'étudier la physique à l'université après la première année. Donc, je me souviens de la physique de Newton, si on veut. Je n'ai jamais étudié la relativité plus qu'il faut. Donc, je ne suis pas du tout compétent pour répondre à une telle question. J'espère bien qu'un jour, on va réussir à
sortir du carcan où on est maintenant, où on arrive plutôt à bien comprendre ce qui se passe. Je l'espère. Ce qui est malheureusement certain, c'est qu'on ne saura jamais si on a réussi. La physique fonctionne comme ça. Par définition, la physique, les grandes évolutions de la physique se font par ce qu'on appelle des catastrophes. À la fin du 19e siècle, on pensait avoir tout compris. Il y avait des petits nuages qu'on ne savait pas trop. Bon, on va résoudre ça bientôt. Les petits nuages ont donné lieu au début du 20e siècle à la relativité et la théorie quantique, qui pour l'instant tiennent bien la route malgré le fait qu'ils ne s'entendent pas. Un jour, une autre catastrophe pourrait arriver qui ferait que la physique quantique, c'est n'importe quoi. On n'a rien compris pour recommencer à zéro. Ça se peut. Une autre catastrophe, c'est comme ça que la physique évolue. Mais ce qui est certain, c'est que... J'aime pas dire ce qui est certain, j'ai dit qu'il y avait l'esprit ouvert. Mais quand même, je vais le dire. Ce qui est certain, c'est qu'on ne saura jamais qu'on a trouvé. Parce que la physique, on peut seulement, lorsqu'on a une nouvelle théorie, tout ce qu'on peut espérer de faire, en guillemets espérer, c'est que des expériences montrent qu'elle est incorrecte. Mais aucune expérience ne peut démontrer qu'on a vraiment trouvé la théorie finale. Donc la réponse est, on va peut-être finir par la trouver, mais on ne saura pas ce jour-là, ni jamais. Merci. On est Belle rendu, question. Quoi, au premier micro, on vous écoute. Ma question est pour Luc. Est-ce que c'est difficile lorsqu'on parle de science au grand public, particulièrement dans un cadre de magie, de s'assurer de ne pas propager des fausses croyances ou une mauvaise compréhension de certains sujets? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au début de ma carrière, j'ai voulu être appelé illusionniste au lieu de magicien, justement, parce que je me rappelle encore des courriels de gens qui avaient un proche qui était en train de décéder puis qui me demandait de modifier par la pensée la tumeur qu'il y avait à l'intérieur. Je leur expliquais, écoutez, madame, si je pouvais faire ça, pensez-vous vraiment que je ferais des émissions de télé? Mais je dis pas ça en disant que c'était imbécile. C'est des gens qui se retournent vers ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont désespérés. Mais après, moi, j'essaie toujours que ce que je dis, ça soit vrai. Puis que les gens tirent les mauvaises conclusions après. Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Moi, je parle d'intrication quantique. Je dis que ça pourrait mener à la téléportation. Puis je donne l'illusion de me téléporter. Après, si vous voulez tirer la conclusion que j'ai pris l'intrication quantique, libre à vous. C'est ça que je fais, en fait. Comment c'est pas ça? Non, mais, tu sais, le but de l'illusionniste, c'est de guider l'imaginaire des gens. Il y a quelque chose d'un peu hypocrite, effectivement, à travers ça. Ceci dit, moi, quand je m'apprête à passer à travers un mur puis que je parle de l'effet tunnel, je sais que tout ce que je dis sur l'effet tunnel est vrai. Puis si quelqu'un écrit effet tunnel dans Google puis qu'il va voir, il ne comprendra pas tout, mais il va voir que ça existe puis ce que j'ai dit est vrai. Donc, je trouve que ça permet aux gens de s'intéresser à la science. Puis, il y a peut-être effectivement un risque de propager de fausses croyances, mais moindrement qu'on a un peu de rigueur, on voit bien qu'on est capable de distinguer le vrai du faux, je pense. Merci. Micro du centre. Merci infiniment pour la présentation, c'était particulièrement intéressant. Je me demandais, considérant qu'on est tous formés d'atomes à un certain niveau, est-ce que c'est envisageable que les phénomènes quantiques s'appliquent au niveau biologique? Je répondrai qu'il n'est pas envisageable qu'il en soit autrement. Ah, bon. Okay. Par où j'entends que la théorie quantique, c'est pas tous les physiciens qui sont d'accord, d'ailleurs, je répète que je ne suis pas un physicien, mais je suis intimement convaincu que la théorie quantique s'applique à toutes les échelles. Mais à des échelles plus grandes, elles sont beaucoup plus difficiles, les effets sont beaucoup plus difficiles à observer. Mais exactement pour la raison dite, nous sommes faits d'atomes, les atomes sont quantiques, donc nous sommes quantiques. Certains physiciens croient qu'il y a une espèce de frontière entre le monde quantique et le monde classique. Le monde classique est celui non seulement de Newton, mais aussi d'Einstein. Et que, magiquement, à un certain moment, lorsque la masse devient plus grande, les lois de la physique quantique ne s'appliquent plus. C'est une autre physique qui s'applique, qu'on appelle la physique classique, incluant la relativité. Bon, c'est permis de croire ça, et je ne peux pas prétendre que je peux prouver qu'ils ont tort, mais moi, en tant que non-physicien, en tant que physicien amateur, je me révolte contre cette idée et j'aime croire que la physique quantique s'applique à toutes les échelles. Et bon, j'ai des théories très, très précises qui expliquent tous les phénomènes de cette façon-là, incluant cette intrication qui semble magiquement transporter, faire que quelque chose ici, ça a un effet instantané là. Non, pas du tout. J'ai une explication complète de ça
qui est purement au niveau quantique, qui d'ailleurs, c'est pour moi, comme d'habitude, c'est un de mes étudiants qui a trouvé ça. Je pense qu'il a parfaitement raison. Donc, j'ai pas besoin. Donc, moi, je crois que la réponse est oui. Les phénomènes biologiques, puisqu'ils sont faits d'atomes, sont quantiques aussi. Ce qui ne veut pas dire que l'intrication, etc., peut expliquer le paranormal. C'est pas ça du tout que je dis. Mais que, au fond de la chose, on peut tout expliquer par les théories quantiques. Merci. Monsieur? Monsieur Langevin, je voulais vous remercier sincèrement. Vous avez parlé plutôt de votre mission qui était de motiver des gens à suivre leur cœur puis suivre leur passion. Plus jeune, j'étais au cégep, j'étais fort en maths. Et puis, j'étais aussi, comme M. Brassard en a parlé, soumis à certaines pressions sociales. Alors, on doit se trouver une bonne job. Je me suis dirigé en actuariat dans une autre université que celle-ci, mais qui est la même que la vôtre. Donc, je dis pas c'est quoi. Et je faisais mes cours de probabilité, de mathématiques financières, et puis je me désolais de faire les exercices des applications. Je voulais comprendre les fondements, les théorèmes, pourquoi la loi des grands nombres fonctionne. Donc, et après faire mes devoirs dans ma résidence, j'écoutais toujours, les journées paires, j'écoutais vos émissions de télé. Les journées paires, j'écoutais des documentaires sur les fondements de la physique. Et puis, il y a exactement 8 ans, ça se passait. Là. Probablement que c'était un mardi ou je ne sais pas quoi, il y a 8 ans, mais j'étais en train d'écouter, une chance sur deux que j'écoutais votre émission. Et puis, j'ai dit, ça n'a pas de sens, je ne veux pas devenir actuaire. J'ai demandé à mon papa de venir avec moi à l'Université de Montréal aux portes ouvertes. Puis j'ai dit, j'aimerais ça commencer un bac en bidisciplinaire maths-physique. Donc, j'ai gradué de l'université bidisciplinaire maths-physique. Je me suis réorienté justement vers la science fondamentale. Donc, je vous en remercie. Vous avez eu un énorme impact sur mon choix de carrière. Mon Dieu, merci à vous. Wow. Merci pour votre témoignage. Merci. Ça me touche beaucoup, ça. J'ai pas fini. Je veux aussi remercier le professeur Brassard, que j'appelle dans tous les jours Gilles. C'est mon prof. Je fais mon doctorat avec Gilles. Ça fait 5 ans que j'ai commencé sous sa tutelle, 4 ans en fait. Puis tout ce qu'il a dit est vrai. Gilles, il croit en l'immensité de l'imagination. Et puis, je vais te remercier, Gilles, parce que jamais tu m'as mis de barrière sur ce que je devais étudier, sur où je devais passer mon temps. Tu ne m'as pas remâché un projet que je devais résoudre. Tu m'as dit, à quoi tu t'intéresses? Puis, lis ça. Fais ce qui t'intéresse. Et puis, je te remercie énormément parce que tu m'as donné une liberté complète. Puis, le témoignage que tu as fait sur la science fondamentale, ça me rejoint énormément. Puis, merci à vous deux parce que grâce à vous, j'ai la chance, oui, de travailler en recherche en sciences fondamentales. Et merci infiniment. Wow. Merci pour votre témoignage. Merci. Non, si vous permettez, je vais quand même rajouter quelque chose à ce beau témoignage. Tantôt, je disais à quel point c'est important de laisser les chercheurs faire de la recherche fondamentale sans leur demander des comptes sur à quoi ça va servir. Et ça s'applique aux chercheurs chevronnés. Moi, j'ai toujours fait la recherche sur ce qui m'intéressait. J'ai eu la chance d'en avoir la possibilité. Mais dans mon métier de professeur, qui inclut la direction d'étudiants, j'ai toujours valorisé avant tout l'autonomie des étudiants. Et tous mes étudiants, je leur ai dit, faites ce que vous voulez. On en parle, je suis là. Si ça ne m'intéresse pas, je vais peut-être proposer de chercher un autre directeur. Mais l'important, c'est non, je ne vais pas dire travaille sur tel petit bout de ma recherche et toi sur tel petit bout, on va tout mettre ça ensemble. Chacun fait ce qui vous intéresse. Et je crois fondamentalement que la meilleure façon de tirer le maximum de quelqu'un, c'est de le laisser libre. Je pense qu'on était au premier micro, ouais. Donc, ma question s'adresse à Luc. Vous illustrez un grand nombre de phénomènes de physique quantique avec vos numéros d'illusion. Est-ce que vous pensez éventuellement arriver à bout des phénomènes de physique quantique? Puis aussi, est-ce qu'il y a des exemples de phénomènes que vous auriez aimé illustrer, mais
pour lesquels vous n'avez jamais réussi à penser à des numéros qui pourraient en faire l'illustration? Ah! Il faudrait que j'appelle Gilles pour l'inspiration. Oui, il y en a plein. Mais non, c'est vrai, il y en a plein, mais c'est difficile parfois de les vulgariser, puis qu'il y ait une émotion, que le public ressente une émotion en voyant le numéro. Moi, je vais toujours me rappeler, on tourne un épisode de Comme par magie à un moment donné, et je fais un tour où quelqu'un signe une pièce de monnaie qu'on la met dans une machine distributrice pour acheter une canette. Et la canette qu'on achète, la pièce qu'on a signée, la pièce est dans la canette, finalement, scellée et tout. Et là, on fait ça, puis moi, je parle de physique quantique. Je leur dis qu'il y a une probabilité non nulle que la pièce soit n'importe où sur la planète en ce moment. Et là, il est 8 heures le matin, puis je regarde la madame puis le petit gars du camping qui comprennent rien de ce que je dis. Je me dis, j'aurais pu rien dire, juste mettre la pièce, ouvrir la canette, puis eux autres, ça aurait fait de leur journée. Je dis, pourquoi je fais ça? Donc, après, avec l'expérience, je me rends compte que c'est pas toujours la bonne façon de faire. C'est-à-dire que il faut trouver le bon tour pour parler du bon phénomène physique. Et ça, c'est difficile. La physique quantique, c'est tellement abstrait pour les gens que il faut trouver un effet magique qui est très, très collé sur ce phénomène-là pour que ça résonne chez les gens. Puis ça, c'est difficile à trouver parfois. Moi, le premier tour que j'ai fait sur l'intrication quantique, quelqu'un choisissait une carte dans un paquet qui ne me montrait pas, on ne savait pas ce que c'est. Puis là, je lui demandais de tourner la carte pour qu'on en prenne connaissance. Donc, on tournait la carte, par exemple, c'était un 4 de carreau. Et là, j'étalais le reste du paquet qui restait et on voyait que le 4 de cœur s'était retourné lui aussi. Là, on refermait le paquet, je demandais de déchirer un coin de la carte du 4 de carreau. Là, on déchirait le 4 de carreau, je réétalais le paquet, le 4 de cœur avait un coin manquant. Et on continuait comme ça avec un build-up. Chaque chose qu'on faisait sur le 4 de carreau se retrouvait sur le 4 de cœur. Et là, j'expliquais que c'est parce qu'ils étaient intriqués. Et là, j'embarquais sur... Donc ça, cette présentation, je trouvais qu'elle était vraiment bien collée sur le phénomène. Elle a aidé à comprendre le phénomène. Mais la pièce de monnaie dans la canette, c'était pas une bonne idée. Donc, c'est toujours Donc, pour répondre à la question, il y en a plein de phénomènes que j'ai pas encore parlé, c'est parce que j'ai pas encore trouvé le bon tour qui va avec. Voilà. Merci. Monsieur au micro du centre. Oui, bonsoir. Alors, ma question est pour Monsieur Brassard. Étant diplômé de physique, j'aurais une question pour un peu plus, disons, technique. Je veux savoir, il y a environ une quinzaine d'années, on avait découvert téléporter des électrons. Est-ce que vous savez l'état des choses actuelles sur la téléportation, si on a pu téléporter d'autres types de particules, et si oui, lesquelles? Bon, on a téléporté des atomes. D'abord, il faut comprendre quelque chose. Quand on parle de téléportation quantique, on ne téléporte pas de la matière. On téléporte la structure de la matière, l'information de la matière. Donc, si je veux téléporter un atome de A à B, il faut que l'atome soit déjà en position B, mais comme informe. La matière est là. Et l'atome de départ a un certain état, une certaine propriété intéressante. Et suite à la téléportation, l'état de l'atome A va se retrouver à l'atome B, et du coup, il sera disparu de l'atome A, parce qu'on ne peut pas copier l'information quantique. Donc, il va disparaître c'est l'information qui va disparaître, ou la structure, qui va disparaître du point de départ pour apparaître dans le point d'arrivée, sans jamais passer entre les deux. Alors, on parle de téléportation, même si ce n'est pas de la matière qu'on téléporte, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a une destruction nécessaire de l'original pour que ça arrive à destination. Et d'autre part, parce que ça ne passe pas entre les deux, ça disparaît ici et ça apparaît là, comme par magie. Un jour, on a demandé à Cher Pérez, je pourrais répondre un peu à côté de la question, je reviendrai après. Cher Pérez est un des 6 pères de la téléportation quantique, qui lui est un athée convaincu. Ben, il est disparu maintenant. Il nous a quittés il y a déjà un bon moment. Mais c'était un athée convaincu. Et un jour, un journaliste lui a demandé si on téléportait quelqu'un, si on y arrivait, là, on sait que technologiquement, ce n'est pas possible, mais si on téléportait un individu, est-ce que c'est seulement son corps qui serait téléporté ou son âme aussi? Et sa réponse a été seulement l'âme serait téléportée. Bon, pour revenir à la question, à ma connaissance, on n'a pas téléporté des choses plus grosses qu'un atome, pour en dire les propriétés d'un atome. Mais, encore une fois, je ne suis pas expérimental, donc je ne saurais pas nécessairement. Merci. Et la dernière question, mais non la moindre, on vous écoute.
Ça va sûrement être la moindre parce que moi, je suis un néophyte dans le domaine. Okay? Je suis venu ici pour penser que je comprendrais un peu plus. D'ailleurs, la mécanique quantique, j'ai l'impression de comprendre ça une journée, mais la plupart du temps, j'y comprends rien. Okay? Alors, ceci dit, je me rends compte que ce soir, j'ai eu droit à une illusion. Okay? Et je sais de qui l'illusion vient. Okay? C'est au moins une chose que je connais. Mais quand je regarde la mécanique quantique au sens large, okay, c'est un monde tellement étrange. Okay? Le passé, le présent, le futur, tout se mêle. Okay? La particule, elle est ici, puis elle est ailleurs en même temps. Et puis, en même temps, on a comme une connaissance immédiate, on peut dire, des relations physiques quand on le vit au quotidien. Okay? Donc, il y a un passage entre les deux, entre le monde, disons, subatomique et le monde, appelons ça, ordinaire. Okay? Et ce passage-là, je ne sais pas trop comment il se fait. Peut-être que certains imaginent... Vous avez une question? Vous aimeriez que M. Brassard vous explique? C'est quelque chose de, comment on dit, de progressif, mais j'ai l'intuition que c'est plutôt quelque chose de quantique. Autrement dit que c'est ou bien d'un bord ou bien de l'autre. Okay? Je ne sais pas la réponse, OK? Je ne sais pas si vous en avez une. J'apprécierais peut-être avoir des commentaires sur le sujet, mais ça reste quand même toujours énigmatique. Bon. La première réponse, c'est que les physiciens ne s'accordent pas à ce sujet-là. Et c'est une des choses que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Personnellement, je crois que les lois de la physique quantique s'appliquent à tous les niveaux et qu'il n'y a pas de coupure. Donc, c'est totalement graduel. Il n'y a aucune coupure. Tout d'un coup, c'était quantique. Tout d'un coup, ça devient plus quantique. Ça devient classique. Moi, je ne crois pas à ça. Certains physiciens croient que c'est comme ça. Donc, on ne sait pas. Il n'y a pas d'expérience proposée, même en principe, pour décider entre les deux. Donc, c'est un peu de la philosophie parce qu'on n'a pas de façon expérimentale de faire la différence. Un jour, peut-être, je ne sais pas. Mais ma croyance philosophique, c'est que les lois de la physique quantique s'appliquent à toutes les échelles, incluant cosmologique. Et c'est exact qu'une particule peut être à deux endroits en même temps, mais pourquoi pas une planète aussi? En fait, on n'a pas d'explication, on a juste l'analyse des phénomènes. Autrement dit, on utilise souvent la statistique pour être capable de décrire les événements, mais on n'est jamais capable de les expliquer. Okay? Tout ça pour... Je répondrai par la bande à une dame qui vous a posé une question sur le Dieu. Okay? Moi, je dirais que pour moi, la religion, elle a les réponses, alors que la science n'a que les questions. C'est un point de vue personnel. C'est un point de vue. Ouais. Mais merci. Vous avez une rapide question? Très rapidement. Oui, on vous écoute. Parce que sinon, on pourrait rester ici toute la soirée. C'est juste, je voulais juste mentionner que des fois, le temps où les événements se croisent. Gilles, M. Brassard, dans les années fin 60, vous traîniez beaucoup dans les bureaux de l'informatique. Puis, on avait un petit groupe, puis vous étiez plus jeune que nous. Puis, finalement, vous étiez un peu à part. À soir, en venant vous rencontrer avec une de mes vieilles amies, ça me permet de raconter cet événement-là, à savoir qu'on était dans une espèce de cafétéria, vous étiez jeune, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il est un peu à part des autres, puis là, je vois que vous êtes encore à part des autres. Oui, avec une médaille à part des autres aussi. Puis je vais pouvoir dire au monde que j'ai connu quelqu'un qui a remporté un prix de Wolf. C'est assez extraordinaire. Puis j'essaierai, si jamais vous avez le prix Nobel, je vais essayer d'aller vous voir aussi à ce moment-là. Je vous avais prêté une pièce à l'époque. Ah ben! On va la faire apparaître. Oui, ouais, ça a fait des intérêts. Là, c'est ça, avec l'inflation. Là, Enfin, on peut oublier ça après ça. Merci. Monsieur Langevin, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec un casque de scaphandre?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est possible que vous ayez acheté à un moment donné? Je me demandais où vous en alliez parce que j'ai fait une lampe avec. Je sais pas si c'était vous que je l'ai acheté ou... J'ai un casque de scaphandre, j'ai mis une ampoule dedans, puis il éclaire mon salon depuis quelques années maintenant. C'est parce que je me dis, est-ce qu'on va voir ça dans un de ces spectacles? Je ne sais pas, puis j'attends. Je le sais pas moi non plus, mais je suis ouvert. Bon, bien regardez, on va les envoyer travailler là-dessus. Merci pour la soirée. Merci. Bon, vous avez un défi. Trouver un numéro de magie avec un scaphandre et de la mécanique quantique, de la physique quantique. Bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir pris la peine de venir ce soir pour féliciter Gilles Brassard et entendre cet échange entre les deux Merlins. Un rare privilège. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci, et merci Chantal. aussi aux gens de l'Université de Montréal d'avoir pensé à vous organiser ça. Vous êtes contents, hein? C'est un beau cadeau pour vous. Oui. Bien, merci, ça nous a fait vraiment merci, plaisir. Frédéric. Un cadeau tout pour le vous monde. aussi. Merci. Merci. Félicitations. Merci, Chantal. Merci, Chantal.